Bonjour à tous, bonjour Julie, bienvenue pour ce 25e épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Alors pour cette fois, on n'a pas de sujet qui fâche, en fait on est surtout en train de gérer avec le froid, le rhume, les plaids aussi, j'ai un plaid sur mes genoux, je suis morte de froid. Oui, alors vous aurez noté qu'on est un peu en retard sur notre planning, on aurait dû sortir le numéro ce week-end, mais on a eu un contretemps, c'est-à-dire une sinusite. Oui, une sinusite, enfin surtout chez toi Morgane. Moi pour l'instant je suis contente, je touche du bois, j'y échappe. Mais ça ne nous a pas empêché de voir des films. Et d'ailleurs on a eu la chance parce qu'on a vu les films avant que tu tombes malade. Ouais, c'est plutôt une bonne chose, effectivement. Et en plus on devait faire un sujet qui fasse de base sur l'horreur. On voulait traiter, on voulait savoir si l'horreur, un peu comme on a fait pour les comédies françaises, on voulait savoir si l'horreur était un peu en perte de vitesse. Mais bon, voilà, ça sera pour une autre fois. Mais en tout cas, il y aura de l'horreur dans ce numéro. Le programme, il est plutôt intéressant. Si tu veux l'annoncer, Julie. Oui, bah on va avoir le film Lost in the Night de Amat Escalante. On aura aussi Le règne animal qui marche très bien, de ce que j'ai compris, au box-office de Thomas Caillet. On aura, pour la partie horreur, L'Exorciste Dévotion de David Gordon Green. Et enfin, une fois n'est pas coutume, Morgane, en dernière partie, pour la VOD SVOD, on va parler de Netflix avec la chute de la maison Usher, parce qu'on s'est dit que c'était dans la thématique Halloween du mois d'octobre. Ouais, et puis on l'avait fait, tu te souviens Julie, l'année dernière, avec le cabinet des curiosités, dont Guillermo del Toro avait été le showrunner. Là, cette fois, c'est Mike Flanagan, donc un autre cinéaste d'horreur. Donc voilà, on met le cinéma et séries. Plutôt habitué au passage, Morgane, Mike Flanagan à Netflix. Il avait déjà fait des productions. Bon, ben là, il revient. C'est un réalisateur, je crois que toi, tu aimes bien. Moi, ça va, ça dépend. Plutôt, ouais. Donc, on pourra en parler un peu plus dans le passage dédié à la série. Allez, on démarre avec la R&C en entrant dans le vif du sujet sans transition pour Lost in the Night. Lost in the Night est le 5e film du réalisateur mexicain Amat Escalante. À titre personnel, Morgane, c'est le premier que je vois de lui. Moins connu que ses pairs Guillermo del Toro, bien évidemment, Alfonso Cuarón, bien évidemment bis, ou Alejandro Iñárritu, bien évidemment trio, j'ai envie de dire. Amat Escalante a pourtant... Terre, peut-être, tu as raison. Excuse-moi. Amat Escalante a pourtant déjà connu les honneurs d'une sélection en compétition à Cannes, de laquelle il est reparti avec le prix de la mise en scène en 2013 pour Ellie. Cette année, donc en 2023, 10 ans plus tard, il était cette fois en sélection Cannes première avec Lost in the Night, un thriller mystérieux tourné comme à son habitude avec des acteurs méconnus du grand public, si ce n'est pour le rôle incarné par l'actrice Esther Exposito, qui est connue pour la série Elite sur Netflix. Je n'ai jamais regardé Elite sur Netflix, Morgane. Oui, et puis tu te fais du bien en faisant ça. Ce sera donc une non-recommandation. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de Lost in the Night ? Ouais, tout à fait, Julie. Alors, dans une petite ville du Mexique, Emiliano recherche les responsables de la disparition de sa mère. Activiste écologique, elle s'opposait à l'industrie minière locale. Sans aucune aide de la police ou du système judiciaire, ses recherches le mènent à la riche famille Aldama. Alors moi, j'avais très peur en regardant le film, donc Lost in the Night, je craignais le drame social. C'est-à-dire, je craignais, on va dire, un propos misérabiliste sur fond de les Mexicains qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et en même temps qui sont avalés par la pollution environnementale, et aussi, je veux dire, un tableau très noir, en fait, en somme, dans une photo un peu quelconque, des rôles plus ou moins notables, mais je m'attendais pas à grand-chose. Et ça m'a assez surprise parce que le film qui démarre comme si il allait l'être justement un drame social, il se tourne au final, Morgane, vers le thriller.
Alors, en fait, Julie, ouais, c'est le début du film, il y a un peu une sorte de fausse piste. Ça commence par une sorte de speech d'activistes écologistes, en fait, qui disent non, on s'oppose à la venue de la mine, etc., dans notre région. Et en fait, l'instant d'après, ces gens-là se font tuer ou se font enlever par la police. Et ça devient tout de suite plus musclé, plus violent. Et après, le film part dans une autre direction encore. Enfin, ça résume un peu le film, en fait. Ce côté un peu... je vais à un endroit et en fait, je bifurque. Et le film aime nous perdre. D'ailleurs, le titre s'appelle Perdu dans la nuit. Ça, c'est par rapport justement au personnage qui disparaît de la mère du personnage principal, d'Emiliano. Mais aussi du personnage d'Emiliano qui semble lui-même être perdu dans sa recherche de sa mère, et aussi du spectateur qui est lui-même perdu dans les différentes ramifications scénaristiques, les différents genres que le film aborde, parce qu'il y a quand même pas mal de genres, en fait, on peut dire ça, dans le film. Et du coup, je trouve que le film, il développe une sorte d'esthétique, de l'errance. C'est assez marrant, et c'est la principale qualité du film. Tu es d'accord, Julie, je pense? Oui, en fait, c'est un film, quand tu parles de plusieurs genres, Morgane, qu'à titre personnel, j'ai trouvé de plus en plus fantasque. C'est-à-dire que, donc, il y a ce démarrage qui est somme toute assez classique, et au fur et à mesure qu'on découvre d'autres personnages, quelque part, en tant que spectateur, on hallucine un peu de ce qu'on voit. C'est-à-dire que finalement, Emiliano, donc le personnage principal qui est comme ça à la recherche de sa mère, c'est peut-être le personnage de tous les personnages qui est le plus, j'ai envie de dire, normal de ce qu'on attend, en fait, dans un film comme celui-là. Bon, on se doute qu'il est un petit peu frayé avec des gants, qu'il essaie en même temps d'avoir une vie normale, malgré la disparition de sa mère, qu'il essaie de s'en remettre, de vivre avec, mais qu'il est en même temps très réaliste, parce qu'il se doute qu'elle n'est pas seulement disparue, elle est morte. En fait, il ne se fait aucune illusion sur les autorités, et par autorité, on entend la police. D'ailleurs, police qui bénéficie, Morgane, d'un portrait assez... désastreux dans le film. C'est un truc un peu commun chez Escalante. Donc toi, tu dis que c'était ton premier film. Moi, j'en ai vu 3. Le premier, Ellie, moi, je déteste ce film. D'ailleurs, tu disais que tu avais peur par rapport au film, peur de l'idée que tu te faisais du film. Moi, j'avais peur parce que, en fait, Escalante, pour moi, c'est un cinéaste qui a cette imagerie un peu complaisante sur la violence, et le film d'ailleurs démarre un peu comme ça, même si la scène de violence elle est pas non plus complaisante. Mais voilà, la police, donc pour en parler, elle est déjà dans Ellie montrée comme corrompue, ultra violente, donc on sent que c'est quelque chose qui lui tient à cœur de montrer la police de cette manière, surtout qu'on sait que le Mexique est un pays qui est souvent catégorisé comme un pays avec de la corruption, donc voilà, je pense que c'est pour lui aussi une manière de véhiculer quelque chose. Et d'ailleurs son film est lui-même une satire, critique de pas mal de choses, notamment. Je pense qu'on peut dire effectivement, Morgane, que Amat Escalante, avec ce film, je ne sais pas pour les précédents, mais avec celui-ci, il y a un message politique qui est transmis. Ah non, mais c'est sûr. Mais en même temps, il est dilué dans une espèce d'histoire de thriller qui d'ailleurs fait penser un peu ce que peut faire Bong Joon-ho dans son cinéma, et notamment dans Parasite, parce que voilà, justement, la Morgane, comparaison est facile. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu plusieurs personnes faire la comparaison. Alors moi, à mon niveau, elle m'est absolument pas venue à l'esprit, parce que c'est pas la même chose. Dans le sens où dans Parasite, finalement, ce qui sous-tend le film, en dehors du rapport entre les pauvres et les riches, c'est le mensonge. C'est-à-dire, les riches ne savent pas à qui ils ont affaire, et les pauvres tentent quelque part, par le mensonge, de se faire accepter par les riches, quitte après à leur causer, on va dire, du tort. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'entourloupe qu'il n'y a justement pas, en fait, là, dans Lost in the Night. Puisque, bon, Emiliano, nous, on connaît ses motifs sous-jacents, on sait pourquoi il essaie comme ça d'obtenir un poste, on va dire, un petit emploi d'homme à tout faire chez les riches, en fait, qu'il vise. C'est parce qu'en fait, il a des soupçons. Il a le soupçon que le corps de sa mère se trouve quelque part sur leur terrain, dans le jardin. Enfin, au début, on ne sait pas trop, mais voilà, enfin, il a ces soupçons-là. Finalement, à part ces soupçons qu'il leur cache, je veux dire que sa condition à Emiliano, elle est très claire. Il ne ment pas là-dessus, et c'est aussi pour ça, quelque part, que cette famille comme ça de riches l'embauche. C'est parce qu'ils se disent, comme c'est quelqu'un de pauvre, Emiliano, et que juste il cherche à avoir 3 sous pour arrondir ses fins du mois, enfin un petit boulot, quoi, il va pas nous causer du tort. Donc pour moi, le positionnement par rapport à Parasite, il n'est pas le même. Malgré tout, dans la gestion de l'environnement urbain, et j'ai envie de dire même plus particulièrement immobilier, il y a un côté maison avec des cachettes qu'il y a dans le Parasite, même si, bien évidemment, dans le Escalante, c'est beaucoup moins bien fait.
Bah en fait oui, tu as raison Julie, la maison en elle-même est une sorte de personnage, même si c'est pas que c'est moins bien fait, mais je pense que ça l'intéresse moins d'exploiter cet espace-là. Il n'y a pas un côté tiroir en fait Ah, où on découvre ouais. des pièces, des lieux qui servent prétexte à des scènes. À part sur 2 scènes à la limite, notamment une scène où il descend chercher dans une sorte comment dire, de caisse à eau là, je sais plus comment on peut appeler ça, mais voilà, là où il y a l'eau et il fouille dedans, mais à part cette séquence là, en fait tout c'est plutôt l'espace de la zone en fait tout autour aussi, son village natal, où d'ailleurs on se rend compte qu'il y a une secte qui a pris son siège, enfin peut-être pas son siège, mais en tout cas qui y habite. Et secte liée, j'allais dire, Morgane, à Rigoberto Duplat, qui est un des autres personnages principaux de ce film, donc, qui est en fait le père, comme ça, quelque part, de substitution de cette famille de riches, qui est une sorte d'artiste contemporain, plasticien de l'extrême. Oui, le personnage de Rigoberto, en fait, en fait, tu dis le père de substitution parce qu'en fait, c'est une belle famille. Lui, c'est le beau-père. Et il est, je crois, il a fait une expérience, enfin, une œuvre d'art à partir d'un corps d'un gourou, c'est ça, de secte? Oui, c'est ça. Bah, du gourou qui dirigeait la secte qui a comme ça son empreinte sur le village de Emiliano et dans d'autres villages, on suppose du Mexique, mais c'est une secte complètement inventée. Ouais, et qui était accusé, oui, bien sûr, et qui était accusé de pédophilie, et du coup, c'est une œuvre d'art pour critiquer ce qu'il a fait, et en même temps, à partir de son corps, donc ce que les gens n'aiment pas, les gens de la secte, et du coup, le menace de mort. Donc en fait, oui, il y a toute cette zone un peu, en fait, qui paraît à la fois complètement fantasmée, mais en même temps, on peut se dire que c'est aussi une certaine coupe, une découpe du Mexique, quoi. Bien sûr, parce que je pense, sans trop me tromper, que le syncrétisme au Mexique, donc, qui mélange à la fois les religions des anciens temps et la religion, on va dire, des colonialistes, donc des colons, espagnols, le catholicisme, donne un résultat un petit peu particulier, très propre au Mexique au final. Et par extension, on imagine sans peine que des sectes comme ça prospèrent et profitent des croyances, en fait, des populations qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Par rapport notamment à ce qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire ce qui est montré notamment au début du film, qui est que il faut choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire soit pas de métier, soit des métiers extrêmement compliqués, dangereux et nocifs pour sa santé, comme c'est le cas avec cette fameuse mine qui vient s'implanter sur les terres de ce village. Oui, et puis Julie, il y a cette séquence au début aussi où il y a son collègue qui tombe d'une tour en métal, là où ils sont censés pour un concert, c'est ça? Assez impressionnante et glaçante. Voilà, donc du coup on se rend compte qu'effectivement le devenir pour ces gens, c'est soit de prendre des risques, soit de finir à la rue, quoi. Ou d'être un gang, un type de gangster, parce qu'en fait il y a une séquence notamment où on lui dit de venir, on va massacrer les gens qui nous ont attaqués, et c'est tous des jeunes en fait qui partent, ils boivent dans la voiture, dans le pick-up, et voilà, on se rend compte que effectivement ça peut être aussi un des seuls moyens de subsistance pour ces gens-là. Ouais. Une des séquences que j'ai préférées, Morgane, parce que même si elle est brève, quelque part elle témoigne d'un certain renoncement à la fois de celui d'Emiliano et donc quelque part de celui de Amat Escalante lui-même. Je m'explique. Quand moi j'ai vu cette séquence de gang, je me suis dit « Oh non, mon Dieu, on est dans un film, on est au Mexique, il y a de la pauvreté, il y a une maison avec des riches de manière insolente, forcément on va avoir droit au gang, à la bande de jeunes qui va pour prendre ses armes, perpréter comme ça des batailles, des meurtres gratuits. » Et d'avoir vu cette inclinaison qui semblait se lancer et qui au final a été renoncée par le personnage principal, je me suis dit, en fait, c'est vraiment bien d'avoir fait ça. C'est bien parce que finalement, ça renonce à montrer quelque chose auquel on est habitué en voyant des films sur le Mexique et à lancer l'histoire sur un tout autre domaine. Et là, l'autre domaine, c'est quelque part celui de l'intime. Parce qu'à travers cette recherche que fait Emiliano du corps de sa mère, c'est surtout une recherche de lui-même, de qui il est vraiment, de qui il aime, de là où il veut aller dans la vie. Bah, c'est tout le parcours du film, Julie, t'as raison. En fait, c'est la quête du personnage. Quand je parlais de l'errance du personnage aussi, parce que le personnage d'Emiliano est perdu et en fait, il finit par se retrouver d'une certaine manière à la fin. Et effectivement, tu fais bien insister sur cette séquence parce que en fait, il y coupe court parce qu'en fait, le personnage descend du pick-up alors qu'il va aller attaquer un autre gang. Et en fait, c'est marrant parce que
le cinéma de Escalante, notamment Ellie, c'était un film justement de gang qui torture, et il y avait une séquence de torture d'ailleurs. Enfin voilà, donc du coup, une sorte de renoncement par rapport à ce qu'il faisait avant comme type de film, et je trouve ça assez beau et assez fort qu'il mette ça à l'intérieur de son film. Et voilà, non, mais du coup, c'est le premier film de Escalante que j'ai vraiment aimé du début à la fin, même si le film a des défauts, hein, c'est pas un film parfait. Bien sûr. Mais encore dans La Région Sauvage, le film précédent, il y avait quelques moments un peu gratuits, mais il y avait quand même une espèce d'ouverture à l'étrangeté, déjà, c'était déjà intéressant, notamment via la sexualité. Là aussi, encore une fois, il y a une séquence de sexualité qui est assez belle, hein, entre Emiliano et sa copine, et c'est ce type de séquence un peu touchante qui apporte un peu de légèreté dans un sujet qui est quand même assez grave, et même s'il y a des pointes de violence, ça permet un peu de respirer. Et je pense notamment au personnage de la fille, j'ai plus son nom, la fille du couple d'artistes, qui est interprétée par Esther Exposito. C'est Monica Aldama. Ah voilà, merci beaucoup. Julie. Et en fait, le personnage, il est présenté au départ comme une sorte d'influenceuse sur les réseaux sociaux. Oui, bah, concrètement, c'en est une. C'est une influenceuse sur les réseaux sociaux, mais disons que la manière dont elle est montrée fait penser justement à un personnage de série. Exactement, ouais. Bah, en fait, c'est un peu le personnage là dans Elite, c'est-à-dire... Il y a clairement un écho, Morgane, à ce personnage-là. J'ai pas vu la série, mais on s'en doute en la voyant. Ah, bon, moi, je l'ai pas vu, Elite, hein. C'était mon ex qui regardait, il y a quelques années. Donc, j'ai vu à peu près ce qui se passait. Et effectivement, c'est un peu le personnage, là, l'espèce de star du lycée qui est ultra riche. Et le personnage principal qui est pauvre et qui se retrouve dans le lycée va tomber amoureux d'elle. Enfin, voilà. Et... on retrouve un peu ça aussi dans son personnage là, parce que d'ailleurs il y a aussi une relation entre les deux qui va naître, même si c'est pas une relation aussi immédiate que ça. Non, parce qu'elle est asymétrique, c'est-à-dire qu'on sent que Monica Aldama veut quelque part, cherche à dominer la personne d'Emiliano, et en même temps il l'attire parce qu'il ressemble à un type de jeune homme qu'elle n'a pas l'habitude de connaître dans son milieu. Enfin voilà, il y a une relation, disons, ambivalente qui se noue entre les deux. Et qui est touchante au final, ouais. Et voilà, donc ce personnage en fait qui au départ montré comme une sorte de facilité, on a l'habitude de voir ces genres de personnages influenceurs, notamment chez Oslo, notamment dans son film précédent, Sans filtre, et d'autres films. Et en fait, elle a une sorte de fragilité qui était jusqu'ici inconnue et qui se dévoile au fur et à mesure du film. Plutôt bien écrite d'ailleurs, parce que ça fait pas du tout télescopé ou inattendu. Enfin, ça coule de source. Et moi-même, ça m'a étonnée parce qu'au début, je me suis dit, bon, que vient faire ce personnage-là ? Il introduit une espèce de côté télé-réalité à l'ensemble, mais voilà, Amat Escalante arrive à dépasser ça. Et pour conclure, Morgane, je dirais que s'il fallait comparer Lost in the Night à un film, en fait, moi, je le mettrais pas sur le même plan que Parasite, mais plutôt sur le même plan qu'un film qui n'a rien à voir, Les damnés de Visconti. Parce que je trouve que la famille des riches ressemble énormément aux damnés. C'est-à-dire, il y a ce côté complètement fantasque et complètement méchant, hein, il faut le dire. Que ce soit l'artiste principal avec sa lâcheté, c'est-à-dire que qui fait en sorte quelque part d'être le défenseur des grandes causes, donc Rigoberto Duplass, en comme ça faisant semblant de salir le cadavre d'un pédophile alors qu'en fait il accepte des malversations avec la police, ou que ce soit sa femme Carmen Aldama qui est obsédée par son apparence physique et qui est prête absolument, on va dire, toutes les horreurs pour parvenir à ses fins. Il y a aussi leur fille, qui devient touchante, hein, donc Monica Aldama, donc Esther Exposito, mais qui, mine de rien, au départ, se sert de sa dépression pour faire des vues et des likes sur les réseaux sociaux. Enfin, ouais, tout ça, ça me fait penser au Daniel Visconti. Oui, d'ailleurs, la manière dont elle filme ça, elle fait des fausses tentatives de suicide qu'elle met en scène dans ses TikTok. Enfin, on suppose que c'est TikTok ou des Reels. Mais voilà, c'est effectivement une manière aussi de faire des vues qui est un peu putassière, on peut se permettre. Bien sûr. Et c'est tout ça que, quelque part, Emiliano, avec sa propre quête de recherche de sa mère et en même temps de son intérieur à lui, vient tout bousculer. Enfin voilà, tout ça pour dire que, à titre personnel, j'ai trouvé que Lost in the Night était
bien moins superficiel que ne peut le laisser penser un thriller de type arrêt essai. C'était plutôt une bonne surprise. Ouais, je suis d'accord avec toi, Julie. Puis Emiliano, pour faire un rapprochement, je trouve on peut voir aussi dans ce personnage une forme de Terence Stamp, de Théorema, mais sans le côté peut-être un peu malsain et pervers que peut avoir le personnage dans Théorema. Mais voilà. J'ai d'ailleurs trouvé l'acteur excellent. Oui, je le connais pas non plus. C'est pour ça que je parlais de cinéaste, de acteurs inconnus. C'était souvent le cas chez Escalante, contrairement aux autres dont on a cité le nom, Cuarón, etc., qui sont maintenant aux États-Unis, qui font des films avec des acteurs connus. Je voulais citer son nom, Morgan. Oui, donc c'est Juan Daniel García Trevino. Ouais, il est excellent dans le film et il porte. Je vais pas dire qu'il porte le film parce que ça veut dire que le film est pas à la hauteur et que c'est lui qui fait que le film est bien. Mais effectivement, il y a son côté un peu impassible, le fait aussi qu'il continue à croire jusqu'au bout à son objectif, à ce qu'il veut faire. C'est assez. Enfin, tu t'es embarqué dedans et il a vraiment un regard à la fois juvénile et en même temps très dur, très. J'ai souffert, je connais la souffrance, parce qu'on sait qu'il a été blessé, notamment via ses activités minières, on suppose. Enfin, ça reste quand même pas très dit, mais voilà, il est vraiment impressionnant. On reste sur les sensations juvéniles en parlant justement du film Le règne animal de Thomas Caillet. Il aura mis presque 10 ans pour réaliser son second long-métrage. Thomas Caillet est de retour avec Le règne animal. Son précédent film, vous l'avez peut-être vu, sûrement même Les Combattants, sorti en 2014, avait raflé presque toutes les récompenses possibles pour un premier film, sauf la Caméra d'Or à Cannes. Le film était en quinzaine des réalisateurs à l'époque, ça s'appelait comme ça. Il avait surtout rencontré un succès public avec plus de 400 000 entrées, ce qui était vraiment pas mal pour un premier film, et donc le César du premier film, du meilleur premier film, en 2015. Sélectionné en tant que film d'ouverture à un certain regard, Le règne animal était donc très attendu, d'autant plus qu'il se murmurait depuis quelques temps, je me souviens, on en parlait déjà l'année dernière, qu'il s'agissait d'un film fantastique, un film avec de grandes ambitions pour un cinéma de genre français qui peine toujours à s'imposer auprès du public, même si, comme tu l'as dit en introduction, Julie, le film commence à bien marcher, il a déjà atteint les 400 000 entrées, soit le score de Les Combattants, et il risque de au moins le doubler. Peut-être, Morgane, que ce film fera, on va dire, florès en la matière, c'est-à-dire que ça inspirera des producteurs à financer de plus en plus de films de genre français. Effectivement, et je me souviens qu'on était allé voir L'Exorciste la semaine dernière, il y avait un groupe de jeunes et je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient voir comme film, et en fait quand ils ont annoncé l'ouverture de la salle de Animal, ils y sont tous allés, donc j'ai l'impression que ça marche beaucoup chez les jeunes, et ça m'étonne pas vu qu'il y a une partie du film qui se passe au niveau des ados. Donc Julie, tu peux nous en dire un peu plus justement sur l'histoire du film ? Oui, donc dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforme peu à peu certains êtres humains en animaux. Donc ça devient des sortes de mélanges d'hybrides, on peut dire, entre humain et animal. François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux, à l'instar donc d'autres personnes. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence à tous les deux. Effectivement, Julie, par rapport au fait que les animaux sont des hybrides, c'est vrai que c'est pas ils se transforment pas en animaux purs et durs, quoi. C'est des animaux grands avec une forme un peu. On a du mal, ils sont un peu, un peu indicibles par moment. Enfin, c'est un mix entre humain et animal. Oui, alors pour ceux qui s'en rappellent ou qui l'auraient lu, je n'en sais rien, ça me rappelle un petit peu. Quelque chose qui n'a rien à voir, c'est un manga, c'est Full Metal Alchemist, dans lequel il y avait comme ça des espèces de mélanges, ou disons des animaux qui conservaient la mémoire des êtres humains qui avaient été. On appelait ça des chimères dans le manga. Voilà. Bah, peut-être que Thomas Caillet a regardé Full Metal Alchemist, qui sait, on mais sait pas. C'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même chose, mais voilà, il y avait cet aspect hybride entre les deux que je trouvais commun, accidentellement commun, bien sûr. Moi, en tout cas, je dis ce que j'ai bien aimé dans le film. Alors, j'ai pas adoré le film, au contraire, je trouve que le film est plutôt moyen, et il y a une partie qui est très bien, une autre qui est pas du tout bien. Mais ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que il déjoue un peu le principe du film post-apo, épidémie, etc. Enfin, ce genre de film de science-fiction avec un petit goût de fin du monde, quoi. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas l'impression, Morgane, de revoir
encore une itération de La Guerre des mondes de Steven Spielberg. Alors, même si je trouve quand même qu'il s'en rapproche sur certains aspects, mais, et notamment sur un aspect qui lui va pas du tout d'ailleurs, mais on en reparlera après. Peut-être aussi un peu sur l'introduction, Morgane, avec cette espèce d'embouteillage d'où on voit des êtres humains, animaux s'échapper. C'est justement là où je voulais en venir. Alors oui, vas-y. peut-être que ça ressemble, mais c'est là où il déjoue un peu ça, c'est qu'en fait, on a l'impression en voyant cette séquence. Alors c'est une séquence, il y a un embouteillage et d'un coup il se passe un truc dans une sorte d'ambulance, il y a une personne qui est projetée et d'un coup il y a une espèce d'homme-oiseau qui sort et qui se défend et qui essaie de s'échapper et d'ailleurs il s'échappe et on a l'impression, notamment via la réaction des personnages, que c'est peut-être la première fois qu'ils voient ça et en fait la scène après ils vont dans un hôpital où ils vont voir leur mère qui est elle-même une hybride et en fait, voilà, on comprend que c'est une situation qui est déjà présente depuis un petit bout de temps, qu'une partie de la population connaît des mutations génétiques et que le peuple, enfin les États aussi, essayent de trouver une solution. Et d'ailleurs, une des solutions, c'est de les parquer dans une espèce d'un endroit dont on ne verra jamais vraiment la tête, d'ailleurs, une sorte de parc pour animaux. Oui, alors justement pour ça, par exemple, pour moi, et ça fait partie mais j'y reviendrai plus tard, des défauts du film, c'est-à-dire que je trouve que le film essaie beaucoup trop de faire écho à des choses qui ont un lien plus ou moins direct avec l'actualité, et le fait de parquer les animaux dans des camps, oui, bah ça fait camp de concentration, enfin on va pas tourner autour du pot. Oui, c'est vrai que tu as dit, et même si dans ce que nous en dit, c'est que c'est un lieu qui est censé les aider, donc, mais on ne le verra pas, donc on ne sait pas en fait ce qui se passe. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'au moins pour cette partie-là du film de Le règne animal, il n'y a pas l'esthétique qu'on aurait eu peur d'attendre sur des films qui parleraient de camps de concentration. C'est-à-dire que comme ils ne les montrent pas, ils n'en parlent pas, et du coup on échappe à cet écueil. Et je pense, Julie, tu penses à Okja, notamment de... Je pensais à Okja. Dis donc, on parle beaucoup de Bong Joon-ho ce soir. C'est la soirée Bong Joon-ho. Pour l'exorciste aussi, non, il n'a pas fait de film de position. Mais oui, mais en fait, le film, du coup, ce qui se passe, bon, pour vous raconter un peu, parce que c'est intéressant d'en parler, le transfert qui devait avoir lieu dans cette zone n'a pas lieu, parce qu'il y a un accident. On ne sait pas d'ailleurs d'où il sort. Apparemment, il y a un orage, je crois, c'est ça. Oui. Même si on peut penser aussi que c'est les animaux qui ont réussi à s'échapper, enfin, les hommes, les hybrides, quoi. Et en fait, le père et son fils partent à la recherche de leur mère, de leur femme, enfin de sa femme et de sa mère pour le fils. Et en fait, on reste globalement que dans une zone naturelle, donc à une sorte de parc. Je sais plus où c'est, je crois que c'est pas loin des Landes, donc il y a un côté un peu forêt luxuriante. Ça fait vraiment retour à la jungle. D'ailleurs, l'affiche joue là-dessus. Et on voit des fougères, etc. Donc, Mais cette partie comme ça dont tu parles, Morgane, luxuriante, forêt, jungle, elle est relativement brève dans le film, elle survient surtout à la fin. Oui, non, il y a quand même la partie aussi où il y a toute la relation entre... Alors, il y a l'homme-oiseau qui est incarné par Tom Mercier qui, effectivement, s'entraîne au bord, comme ça, je crois que c'est peut-être un fleuve. C'est un lagon, en fait. Oui, quelque chose comme ça, oui. Bon, effectivement, après, disons que c'est moins montré d'une manière contemplative. Ah oui, non, par contre, Même pas du tout. Ça n'a pas du tout une valeur contemplative. On se rapproche plus que ce que peut faire Spielberg, par exemple, quand il filme de la nature, notamment dans Jurassic Park. C'est-à-dire, il y a un côté un peu... Parfois un peu hostile, peut-être. Ouais, nature à la fois hostile, parce qu'effectivement, c'est là-dedans que se trouvent les êtres hybrides, et on ne sait pas s'ils sont gentils ou méchants, parce qu'il y en a d'ailleurs qui deviennent complètement des bêtes, parce qu'ils perdent leur faculté à parler, et ils ont des attitudes un peu bestiales, justement, où il y a un moment où il y a une sorte de... alors, j'arrive pas à décrire la bête ce que c'est, mais ça peut être une sorte d'hippopotame lamentin humain, tu sais, qui, quand il est à l'arrière de son restaurant Romain Duris, parce qu'il est cuistot et il travaille dans une sorte de restaurant, qui est le restaurant d'un camping, en fait, et il se fait attaquer, enfin, c'est pas méchant, mais on sait pas si c'est méchant de sa part, de la bête, en tout cas, mais en tout cas, elle a une attitude un peu ambiguë, donc on sait pas trop ce qu'elle veut, et en fait, elle finit par s'échapper, mais voilà, il y a une forme à la fois de menace et en fait c'est pas que des êtres bestiaux, parce qu'il y en a qui sont encore un peu humains, notamment le personnage de Tom Mercier. Alors au début il est quand même assez violent, parce d'ailleurs il attaque le personnage joué par Paul Kircher assez véhémente, de manière assez véhémente. Il y a une défense instinctive chez lui quelque part. C'est normal en même temps, vu qu'ils sont tous parqués dans des camps qu'on ne voit pas. Leur réaction naturelle, c'est
de croire désormais en l'hostilité des individus qui sont, si je puis dire, 100% humains. Donc voilà, en fait, le film, ça joue entre les deux en tout cas, entre le côté un peu mystérieux et menaçant. Et le fait plutôt bien. C'est pas ça que je reprocherais principalement au film, mais je pense que toi, Julie, tu as peut-être d'autres choses à dire à ce sujet. Non, alors moi, j'ai pas aimé le film. Je crois que je l'ai moins aimé que toi, Morgane, Le règne animal. C'est compliqué, c'est-à-dire que là où je ne l'ai pas aimé, c'est surtout, comme je l'ai dit, j'ai donné cet exemple comme ça des camps où les êtres, on va dire, humains-animaux sont gardés, mais il y en a d'autres, en fait, qui m'ont presque plus posé problème parce que je les ai trouvés un petit peu ridicules. Je vais m'expliquer, c'est-à-dire que, par exemple, le fait que ces animaux soient rejetés, Thomas Caillet mélange ça au niveau scénaristique avec des considérations de type, on va dire, sociologique par rapport à la société, c'est-à-dire que on mélange le fait qu'ils soient chassés avec de la discrimination vue comme si c'était quelque chose de très contemporain, mais plaqué, transposé à la situation qui est celle de ces hybrides dans le film. Et je trouve que là-dedans, il y a une dissonance qui ne tient pas, parce qu'en fait, j'ai l'impression, par exemple, de voir les mêmes problèmes que dans un autre film français qui n'a absolument, mais alors, rien à voir. C'est le film avec Émilie Dequesne qui s'appelle Chez nous. C'est-à-dire que j'ai l'impression... De Lucas Bellevaux. Ouais. Voilà, c'est ça, de Lucas Bellevaux. J'ai l'impression que, comme dans ce film-là, Chez nous, de Lucas Bellevaux, ou ici, dans Le règne animal de Thomas Caillet, on a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de proposer une histoire qui est fortement en prise avec l'actualité, et c'est leur propre interprétation de l'actualité. Mais ça tient quand le réalisateur a quelque chose à dire qui sort du lot. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, pardon, mais c'est caricatural dans le règne animal. En plus, donc, encore une fois, de mélanger comme ça le côté discrimination, le côté parqué dans des camps. Enfin, je veux dire, qui est discriminé n'est pas forcément parqué, mais bon, ça, c'est une autre affaire. On a en plus droit à tous les écueils à propos de la manière dont sont considérés, par exemple, certains habitants en France qui ne vivent pas à Paris et qui vivent en province. Donc, on a comme ça les Blancs qui portent des t-shirts avec des messages caricaturaux qui appellent à mettre les êtres animaux hors de leur ville. On a des types qui ressemblent à des chasseurs comme ça dans la tradition. Enfin, je veux dire... On a des espèces de faux racistes. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des épouvantails, en fait, qui sont agités et qui sont comme des clins d'œil à notre propre époque. Et je trouve ça un peu raté et un petit peu gênant, quelque part. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Julie, c'est un peu caricatural. Et en même temps, bon, ça reste du cinéma de genre. Et le cinéma de genre, c'est souvent utiliser un prétexte pour ensuite parler de notre époque, quoi. Donc... après, ça marche moins bien que d'autres films, hein, c'est sûr. Mais... Et c'est pour ça, j'allais dire, du coup, Morgane, que tu y reviendras peut-être en détail, mais la partie que j'ai préférée, c'est la dernière, quand Émile, quelque part, s'échappe comme ça dans la forêt, et qu'il est en pleine liberté parmi d'autres êtres hybrides. Et en fait, sa liberté, quelque part, fait écho à tous ces liens qu'a tenté d'introduire Thomas Caillet avec le contemporain. On en est débarrassé. Et finalement, c'est là que le film est le plus beau, je trouve. Je suis d'accord avec toi. Julie, c'est le passage où il arrive dans la espèce d'Éden, en fait, des bêtes, parce qu'elles ont trouvé un endroit où elles pensent être en sécurité, du moins, parce que en fait, on se rend compte que 3 minutes après, il y a les militaires qui arrivent et tout, elles se font attraper, ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire que 3 minutes, bien sûr, cette séquence. C'est une sorte d'instant de grâce du film, en fait. Mais est-ce qu'aussi c'est pas un problème de moyens financiers? Ça, je me pose la question. Potentiellement, oui. Parce que c'est le moment où, en fait, du coup, là, il retrouve la trace de toutes les bêtes qui étaient à cet endroit-là, et on voit qu'elles vivent en communauté avec chacune leurs différences, que chaque bête a vraiment une identité, une forme qui lui est propre. Et je veux dire les bêtes, hein, vous comprenez. et en fait, et voilà, on les voit agir, communiquer entre elles, etc. Et d'un coup, les militaires arrivent et ça met fin à ça. Alors oui. Là aussi, dans cette harmonie, pardon, Morgane, il y a quelque chose peut-être d'un petit peu naïf, mais c'est très beau. C'est une forme de naïveté que j'ai trouvée très belle. Alors peu importe que ce soit naïf pour moi, c'est enfin il y a des choses qu'on voit même visuellement, des choses qu'on n'a pas habitué à voir. Il y a vraiment une recherche, notamment dans la création des hybrides, qui est assez
assez unique en son genre, je veux dire, de moins dans le cinéma récent en tout cas. Ils sont très beaux. Voilà, et d'ailleurs, ça prouve qu'il y a une vraie savoir-faire au niveau du esthétique et des effets spéciaux. Mais effectivement, c'est dommage s'ils court trop vite à ça. Alors peut-être que c'est une volonté pour dire ouais vous avez ça, mais en fait la société elle aime pas ça, du coup bam on met fin au paradis des créatures. Donc c'est mais un peu... d'ailleurs Morgane, par rapport à ce dont tu parles, savoir-faire, c'est un savoir-faire qui est technique sur les hybrides. Moi quand j'ai vu ça je me suis dit enfin si le cinéma français est capable de faire ça, pardon mais on n'a absolument rien à envoyer à des grands spectacles de type Marvel qui sont mais 10 fois plus laids par rapport à des films comme Le Règne animal. Enfin là pour le coup c'est une des forces du film. Après c'est connu, la France on est des bons faiseurs en termes d'effets spéciaux hein, donc, oui mais tu vois Morgane, là où souvent des personnes disent que bon alors certes ils n'ont pas l'habitude de voir des films mais il faut quand même le dire que le cinéma français est pas bien, ou que par extension ce que ça veut dire le corollaire c'est que on au niveau du cinéma français ne sait pas faire grand chose. Enfin ce film, quand bien même moi je l'ai pas aimé, il est là pour démentir de tels propos. En fait, du coup, je dis ouais, ce film est au moins un plaidoyer pour ceux qui veulent faire bouger les choses en termes de cinéma de sensation, de cinéma fantastique, cinéma de science-fiction, qui pourrait, bon, on va pas dire faire la nique, parce que bon, le film va faire 800 000 entrées, peut-être 1 million, on sait jamais, mais c'est voilà. déjà bien. Mais c'est pas au niveau des Marvel, c'est sûr. Faut surtout que le public suive au final. Et là, ce serait une des premières fois que ça le fait, donc ce serait super. Et puis avec un scénario original, enfin pour le coup qui est pas emprunté à un film américain ou quoi. Effectivement, alors oui et non, voilà, il y a quand même des références qui se voient. Donc je parlais de la Guerre des Mondes justement pour rentrer un peu dans ce qui est négatif à mes yeux, hein, toi tu as déjà dit, mais c'est la partie en fait qui s'articule autour du personnage de Romain Duris. Beaucoup de gens ont trouvé touchant et ils disent que c'est son meilleur rôle. Moi je trouve quand même qu'il est toujours, enfin on voit tout le temps faire ses tics et il fait du Romain Duris quoi. Il fait du Romain Duris, alors un peu moins que dans d'autres films peut-être, mais moi il m'a sorti du film, j'ai du mal à croire au personnage du père. Et malheureusement, c'est quand même la moitié du film parce qu'on voit Romain Duris d'ailleurs avoir une sorte de relation avec le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui est une policière locale. Qui est un peu compliqué au niveau de la manière, Morgane, d'écrire des personnages féminins. Je trouve que c'est un des personnages féminins les moins bons du cinéma français cette année. Ça m'a vraiment posé problème. C'est un peu un personnage fonction et le problème c'est qu'elle a quand même une place importante dans le film et du coup ouais ça pose question et problème parce qu'on sent que ce qui intéresse le plus Thomas Kay c'est la relation père-fils, mais malheureusement pourquoi tu fous une histoire alors attention il se passe rien de concret mais on sent quand même qu'il pourrait se passer quelque chose et il y a quand même il y a quand même aussi un abandon en fait. Le personnage de Robin Duris comprend que sa femme va devenir une créature et ce sera plus possible d'avoir des rapports avec elle, de continuer à avoir un couple avec elle. C'est comme un deuil quelque part. Exactement, il le fait d'ailleurs dans le film, mais d'ailleurs une belle scène, il la voit au loin, elle s'enfuit, enfin c'est plutôt une belle scène. Mais voilà, après du coup on comprend que effectivement il peut avoir une relation avec le personnage d'Adèle Exarchopoulos. Et en fait, ce que j'ai trouvé énervant là-dessus, Morgane, c'est que Adèle Exarchopoulos, donc qui incarne une gendarme plutôt haut gradé dans le film, elle est finalement réduite non pas à son métier, mais réduite en une espèce d'appât pour une histoire d'amour avec Romain Duris. Et en même temps, on nous fait croire qu'on s'est trompé alors que l'histoire s'écrit comme ça, en faisant en sorte qu'il ne se passe rien entre eux, alors que, comme tu l'as dit Morgane, tout était écrit pour faire comme si ça allait se passer. Il y a quelque chose qui tient pas la route là-dessus. Ouais, ou j'ai une forme de malhonnêteté peut-être, je sais pas, pas consciente hein, mais voilà. Non mais je pense que très sincèrement sûrement que ce personnage-là a été écrit pour faire en sorte de montrer on va dire quelque chose d'un peu novateur, c'est-à-dire d'un personnage féminin qui n'est pas écrit pour tomber dans les bras du premier malvenu, et en même temps comme c'est pas assumé mais qu'elle est écrite aussi pour montrer les sentiments du personnage qu'incarne Romain Duris, il y a quelque chose qui semble pas du tout logique là-dessus. Mais c'est pour ça que je parlais de personnage fonction. En fait, il est juste là pour permettre à l'autre personnage d'évoluer, en fait. Mais elle sert à rien, en fait. Ce qui fait qu'elle est quand même chosifiée malgré tout, peu importe qui est ou pas conclusion de leur histoire d'amour. Mais donc, du coup, voilà, on sent que le projet du film, c'est quand même proche de la Guerre des Mondes. C'est qu'il y a une relation père-fils qui est un peu conflictuelle au départ et en fait qui va s'améliorer. Et la fin du film, c'est ça, en fait. Très belle fin, d'ailleurs, aussi, par ailleurs. Mais
Mais voilà, ça fait un peu, ça me crispe pendant le film de devoir voir des scènes qui, pour moi, auraient pu en fait être inutiles et on aurait pu se concentrer que sur le personnage de Émile. Je cherchais parce que c'est Paul Kircher dans ma tête, mais c'est Émile. Et qui, pour le coup, lui, c'est du teen movie avec des ados, une sorte de premier mois sexuel, amoureux, des disputes. C'est pas toujours très très original. C'est ce que j'allais dire, Morgane. Je crois que c'est là aussi où toi et moi, on a un désaccord. C'est que toi, c'est une partie qui t'a plus, plus apprécié que moi. Moi, bon, dans le côté teen movie, je sais pas, j'ai pas trop aimé parce que en fait, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, je vois un film de genre, mais à quoi ça sert de mettre une coloration de genre si c'est pour au final me resservir la soupe du teen movie? C'est une question à laquelle j'ai pas encore trouvé de réponse. Bon, après, le cinéma de genre a souvent fait aussi dans le teen Bien movie. Bien sûr, donc c'est pour ça que je dis que bon, ma question, elle est pas forcément posée dans les bons termes. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui fait partie aussi des aspects du film qui m'ont déplu. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, par exemple, dans Halloween, pareil, il y a du teen movie, c'est toujours un peu lié. D'autant plus que là, c'est aussi un personnage qui, du coup, a des mutations, et du coup, effectivement, ça va avec l'adolescence, les mutations, quand on passe à l'âge adulte. Mais pareil, Morgane, dans ce qui n'est pas finalement très heureux dans toute cette partie qui se concentre autour de donc Émile Paul Kircher, c'est les discussions complètement tarte à la crème qu'il a avec ses camarades de classe, notamment à la cantine. C'est-à-dire que là aussi, on est dans les personnages fonctions. Il y a le personnage qui est une espèce de... à 16-17 ans, une espèce de droitardé qui fait des jeux de rôle avec des épées et qui veut tuer de l'hybride. Et un autre qui est limite végétarien, qui dit non, il faut les protéger. Enfin, je veux dire... on a l'impression de voir Greta Thunberg contre Thaïs Descuffon. Enfin, excuse-moi, mais bon... pas mal la comparaison. Non, mais ça va pas très loin, quoi. Ouais, mais après, bon, c'est un peu moins dérangeant. Enfin, je veux dire, c'est... on sent que c'est une vision quand même un peu proche de la BD, en fait. Tu sais, ce côté un peu facile, un peu cliché. Ça, c'est sûr qu'il y a... Je sais pas, je lis pas assez de BD pour pouvoir me prononcer. Je parle de BD parce que... je parle de BD... ça peut être des mangas aussi, mais tu vois, je veux dire, ou de l'animation. C'est souvent des personnages qui sont très américains, je veux dire, très clichés. Il y en a un, ça va être le personnage qui représente les... alors là, il n'y a pas de quarterback, mais il n'y a pas de sportif, parce qu'en France, on n'a pas non plus ce délire du sportif qu'on peut avoir aux États-Unis. Non, mais tu as raison, il y a une forme, Morgane, de manichéisme là-dedans. Voilà. Mais on en revient encore une fois, pour moi, au personnage fonction, et je trouve ça dommage, parce que, à côté, encore une fois... Émile, c'est un super personnage. Oui, voilà, c'est pour ça que je voulais en venir. Je dis, il arrive à le dépasser d'une certaine manière parce que le personnage d'Émile, et notamment grâce à Paul Kircher, il est vraiment spécial parce qu'il a une diction, une manière d'être et d'ailleurs, il parle pas beaucoup. Et c'est assez marrant et qui est vraiment unique, et ça me fait penser aussi à Samuel Kircher, son frère, dans l'été dernier, qui c'est vraiment des gens qui ont une façon de parler qui est un peu différente par rapport à ce qu'on est habitué dans le cinéma français. Et c'est rafraîchissant d'ailleurs. Et c'est rafraîchissant. Rafraîchissant. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le même film, il y a Tom Mercier, qui est lui-même un acteur qui a une diction un peu particulière. Et il est absolument génial en personnage d'Omoiseau. Et c'est le meilleur personnage du film d'ailleurs. Je suis d'accord. Il est touchant. Tout le monde ne sera pas d'accord, je pense. Mais du coup, effectivement, c'est un film en fait qui a des très bonnes intentions, qui ne les réalise pas toutes, mais voilà, moi ça m'a quand même un peu plu. Mais j'en ferai pas un chef-d'œuvre comme j'ai pu lire, mais en tout cas, si ça peut en tout cas donner envie de faire des films, de produire, en tout cas je sais qu'il y a des gens qui veulent faire ce genre de films, il y a des scénarios qui se font, etc. Mais si ça donne envie à des producteurs de faire des films qui sont dans la même veine et peut-être du coup un peu mieux, voilà, au moins je lui reconnais ça. Merci Thomas Caillet, merci surtout le public d'aller voir ce film là. Oui. Et voilà. J'allais dire, effectivement, le règne animal, peut-être qu'il va donner une impulsion comme ça au cinéma français à produire des scénarios différents. Après, voilà, je dis que j'ai pas aimé le film, pour autant, par rapport à d'autres films de genre français que j'ai vus, il est mieux que la moyenne. Enfin, je vais pas dire le contraire, quand même, c'est pas un chef-d'œuvre, mais bon, en même temps, la plupart des films, Morgane, ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Ah, on n'attend pas forcément qu'un film soit un chef-d'œuvre, c'est vrai. Dans tous les cas, on verra si le règne animal permet, pourquoi pas, qui sait, à Paul Kircher d'obtenir peut-être le César du meilleur espoir. Ah, c'est vrai qu'il a pris un sacré avantage sur le reste, peut-être même devant son frère, hein, alors que voilà, il était quand même sacrément haut. Qui sait, il y aura peut-être une bataille entre les deux. Et ou peut-être aussi l'acteur de Anatomie d'une chute, le jeune acteur.
Va savoir. En tout cas, pour cette année, la compétition s'annonce intéressante. Nous, on va continuer sur le genre, mais avec un film qui est pas si bien que ça, peut-être encore moins bien que Le règne animal. On annonce la couleur. C'est donc L'Exorciste, Dévotion de David Gordon Green. Détesté par tous les fans d'horreur suite à sa récente trilogie Halloween, dont le premier épisode de la trilogie était d'ailleurs nullissime, voilà, c'était ma critique gratuite en un mot. Oui, et puis on rappelle qu'on en avait parlé l'année dernière, exactement il y a un an en fait, pour la sortie de Halloween Ends, qui était le dernier épisode de la trilogie. C'est vrai. On n'avait pas détesté d'ailleurs. Du coup, on revient sur ce fameux et ce cher David Gordon Green, qui s'attaque cette fois-ci à une nouvelle grande saga du genre pour pas changer, L'Exorciste. Encore une fois produit par Blumhouse, qui a quand même déboursé 400 millions de dollars pour s'offrir les droits de la franchise, parviendront-ils à ne pas décevoir les fans du film de Friedkin, considéré par beaucoup comme le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps? J'espère qu'ils auront un retour sur investissement, parce que 400 millions de dollars, c'est énorme. Hein. Alors après, Julie, c'est pour la franchise. Donc en fait, on peut penser, même on est sûr qu'il y aura d'autres films. Qu'il y aura des séquelles, des préquels et des quels que soit, bref. Pas mal. Morgane, peux-tu nous en dire plus sur l'histoire de ce déjà 5e Exorciste, Dévotion? Et est-ce que Julie, a vu les autres exorcistes, à part le premier? Alors non, à part celui du Friedkin que j'avais bien aimé, mais bon, je vais... Non, c'était bien, mais je vais pas en dire plus. Enfin, je veux dire, ça m'avait pas spécialement marqué comme film, c'était sympa, quoi. Oui, alors moi je partage un peu ton avis, enfin, j'aime beaucoup le film, hein, mais pour moi c'est pas un chef-d'œuvre, voilà. C'est un très bon film d'horreur. Mais... Donc Morgane, tu es fan de films d'horreur, mais pour toi L'Exorciste de Friedkin n'est pas un chef-d'œuvre de l'horreur? Non. Ok. Le résumé de celui de David Gordon Green. Allons-y. Alors depuis que sa femme a perdu la vie 12 ans plus tôt, Victor Fielding élève seul leur fille Angela. Un jour, Angela et son amie Catherine disparaissent dans les bois avant de refaire surface 72 heures plus tard sans le moindre souvenir de ce qui leur était arrivé. Dès lors, d'étranges événements s'enchaînent et Victor doit affronter des forces maléfiques. Désespéré et terrorisé, il sollicite la seule personne encore en vie qui ait jamais été témoin de pareil phénomène, Chris MacNeil. Alors, plusieurs choses. Donc non, j'aimerais revenir sur... un aspect principal de L'Exorciste Dévotion. À titre personnel, je m'attendais à une bouse monumentale. Voilà, je vais être honnête, Morgane, je m'attendais à un film vraiment pas bien. J'y suis allée à reculons. On a eu du mal d'ailleurs, toi et moi, Morgane, à faire le sommaire de cette émission. On existait entre L'Exorciste et le... Oui, on hésitait, pardon. L'Exorciste n'existait. Voilà, c'est L'Exorciste qui existe. Mais nous, on hésitait. Donc, entre L'Exorciste et Le Consentement, l'adaptation du livre de Vanessa Springora, que moi, j'ai lu, que j'avais bien aimé. Mais le film Le Consentement, avec Jean-Paul Rouve en Gabriel Masneff, ne me bottait pas du tout. J'avais cru dire qu'il y avait pas mal de scènes qui étaient complaisantes et je voulais pas voir ça. En fait, je voulais pas voir un énième film sur un homme qui abuse d'une femme. Je voulais pas voir ça. J'ai l'impression de tout le temps voir ça. Enfin voilà, je fais une overdose de ces films. On en avait parlé d'ailleurs, Julie, à un moment de L'amour et les forêts. Donc, Oui, donc c'est pour ça, Morgane, que je t'ai dit, bon, allons-y. Allons voir L'Exorciste Dévotion. Si ça se trouve, ce sera absolument nul, mais... je préfère toujours voir ça à un film trop violent pour moi, quoi. Ce qui peut paraître paradoxal, parce que c'est un film d'horreur, mais bon, voilà, c'était préférable. Et au final, à ma grande surprise, c'était pas parfait, mais c'était pas si nul que ça. Et j'estime, vu qu'on a parlé d'Halloween, la trilogie de David Gordon Green, que donc ce cher Green a fait pire avec le premier épisode de la trilogie Halloween. Et là, il s'en sort mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas malhonnête, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Julie. Je pense que j'ai un peu aussi ma part de responsabilité dans le choix du film. Parce que, je t'avais dit, je veux voir le film, dans tous les cas. Tu m'as un petit peu supplié d'aller le voir. Je forçais la main. Pas parce que je suis fan de David Gordon Green, mais effectivement, L'Exorciste, même si je suis pas un fan hardcore du film, j'aime bien la saga, en fait. Le 2 est pas mal, de John Boorman. Le 3, pour moi, c'est le meilleur épisode de la saga, même si, il y a un petit côté un peu nanar par moment, mais je le trouve, en termes d'idées de mise en scène, plus intéressant que le Friedkin, en fait. D'ailleurs, qui est réalisé par William
Peter Blatty, je crois, l'écrivain en fait qui a fait le bouquin dont est inspiré le premier film. Voilà. C'est possible, mais Morgane, je serais incapable de te le confirmer Oui, à l'heure non, actuelle. je me parlais à moi-même en fait. Mais tu parles au podcast qui est écouté par des millions de personnes, je te rappelle. Oui, des millions de gens, oui. N'hésitez pas en commentaire. Et le quatrième, c'est Paul Schrader qui l'avait fait. C'est vrai, Schrader a fait un exorciste. Ouais, qui est plutôt pourri. Et, d'accord. À part certains passages, mais ouais, c'est vraiment le pire. Mais voilà, ça reste une saga sympathique. Et effectivement, bon, j'avais vu qu'il avait rappelé Ellen Burstyn, donc ça faisait un peu le délire qu'il avait eu pour Halloween de ramener Jamie Lee Curtis. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, justement, donc Ellen Burstyn qui l'a rappelé, Ellen Burstyn joue la maman de Regan, dans le premier film. De Regan, donc de la petite fille possédée dans le premier du nom, L'Exorciste, réalisé par William Friedkin. Voilà, tu fais bien de préciser, Julie. Donc, et en fait, dans Halloween, il avait fait ramener aussi, revenir Jamie Lee Curtis, donc Jamie Lee Curtis vieillissante, et là c'est un peu le même principe, Ellen Burstyn est vieillissante. Donc en fait, il y a un peu ce côté mamie d'horreur qui revient. Mamie d'horreur. Ouais. Qui vient affronter les forces du mal, mais effectivement, bon, ce qui faisait surtout peur par rapport au film, c'était les premiers retours qui disaient que c'était le pire film de tous les temps, en tout cas le pire film de l'année déjà, et puis j'ai vu des trucs comme quoi c'était un des pires films d'horreur de tous les temps. Oui, moi j'aimerais revenir à ce niveau pour le balayer, le mettre de côté, parce que c'est une critique négative récurrente que j'ai lue à propos, Morgane, de L'Exorciste Dévotion, c'est que c'était un film pro-life, et on va en discuter en détail. Moi, de mon côté, je suis pas d'accord. Enfin, en fait, comment dire ? C'est bien de commencer directement par ça. Non, mais parce que c'est la plus grosse critique qui a été faite au film. J'ai l'impression que ce soit côté anglo-saxon ou côté français. Même en France, ouais. Alors, il y a donc un démon qui possède les deux gamines. Parce qu'il n'y a pas une gamine, il y en a deux cette fois. C'est un peu le high concept du film, d'ailleurs. Voilà. Et ce démon dit à une femme qui cherche à les exorciser et qui voulait devenir bonne sœur par le passé, il lui dit qu'elle a tué son enfant en avortant. Du coup, j'ai vu pas mal, je pense par rapport à ça, de gens dire « c'est un film pro-life ». Et je comprends pas trop, parce que pour moi, dans le film, c'est un démon qui dit ça. Ça veut pas dire que le réalisateur David Gordon Green pense ça. Et en même temps, un démon est censé dire les pires horreurs. Donc les pires horreurs, ça peut être des horreurs qui déstabilisent, justement. Enfin, c'est le principe d'une horreur. Une horreur, ça déstabilise, ça effraie, ça rappelle quelque chose qui nous met mal à l'aise. Et quand bien même la personne, donc le personnage qui voulait devenir bonne sœur, est très au clair avec son avortement, que le démon cherche à créer chez elle un sentiment de culpabilité, pour moi, n'a rien à voir avec le discours du film, mais avec son attitude en tant que démon. Enfin, c'est pas la même chose. Ça ne se... Comment dire ? Ça n'englobe pas la totalité de l'idéologie du film, et même là, à ce niveau, en matière idéologique, il n'y a rien. Il y a juste un esprit qui cherche à se comporter de la manière la plus méchante, la plus négative et même la plus vindicative envers les personnages qui veulent se débarrasser de lui-même. Ah, tout à fait, Julie. Puis, enfin, même le principe que il appuie sur ça pour... en fait, il appuie sur chaque personnage un souvenir. Exactement. Et donc, pour elle, il prend justement le cas de son avortement. Voilà, c'est ça. Et on sait que ça peut la torturer en soi. Et puis, en soi, elle est pieuse. Et on sait que l'avortement pour les gens pieux, notamment aux États-Unis, bien sûr, ça pose problème. Donc, effectivement, il appuie là-dessus pour la torturer. Donc, et on en vient à dire que le film est pro-life. Alors que le film est très clair. Enfin, le personnage ne semble pas avoir de regrets sur son avortement. Il n'y a aucune expression en ce sens-là qui est exprimée. En revanche, c'est pas tant, encore une fois, le fait ou pas d'avorter, d'avoir avorté, est-ce que c'est bien d'avorter ? Enfin, le film ne parle pas du tout de choses comme ça, et encore heureux. C'est juste que, effectivement, le démon cherche à ébranler la foi, comme tu l'as dit, Morgane, la foi religieuse, la foi chrétienne de ce personnage, en lui disant qu'elle a fait quelque chose, un acte qui est répréhensible selon sa morale. Et quand je dis selon sa morale religieuse, c'est un fait. Enfin, l'avortement est répréhensible au regard de la morale chrétienne, ce qui est bien évidemment pas normal.
Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que je trouve que c'est... Enfin, on peut reprocher des choses dans côté qualité cinématographique à cet exorciste dévotion. On va y venir, Morgane, mais lui reprocher une idéologie qui n'est pas celle qui est exprimée dans le film, je trouve que c'est faire des fausses accusations. Ouais, et Julie, en plus que par rapport notamment à Halloween, je trouve que Gordon Green, ça a fait un peu grasser des dents parce que les gens n'ont pas aimé ça, notamment dans Halloween Kills. Il fait souvent, enfin, il met en scène son univers, ses films, dans une Amérique très contemporaine où on sent qu'il filme beaucoup en fait les banlieues un peu républicaines, voire un peu extrême droite des États-Unis. Donc, des en fait, banlieues qui existent. Hein. Oui, bah, tout à fait. Donc on peut sentir notamment via la communauté religieuse qui sont assez vénères à ce niveau-là. Et dans le Halloween Kills, c'était limite des MAGA, en fait, des Make American Great Again, les pro-Trump, quoi. Et effectivement, là, c'est un peu pareil. Donc on sent que, oui, en fait, je pense que ça gêne les gens de voir des gens qui sont pas des gens de gauche en fait dans le personnage principal dans le film. Alors je dis pas que c'est le cas de tous les personnages, mais moi je pense que les religieux dans le film sont quand même c'est pas forcément les plus tolérants quoi. Ça se sent d'ailleurs surtout ça se sent peut-être plus sur d'ailleurs le père de famille d'une des deux filles qui lui est quand même plutôt un connard d'ailleurs. Il est un peu d'ailleurs ce portrait-là dans le film et voilà à ce niveau-là on rejoue là-dedans. Donc en fait je trouve que dire que le film est pro-life alors qu'au fond c'est déjà une attitude du démon par rapport à un autre personnage et puis en plus effectivement les personnages peuvent être pro-life dans le film mais est-ce que Gordon Green l'est? Je ne pense pas. Est-ce que le film l'est? Je ne le pense pas. Et d'ailleurs par rapport à un autre truc du film qui a ce rapport-là, le personnage principal, donc un personnage principal, c'est le père, j'ai plus son nom, qui a perdu sa femme dans un accident à Haïti, enfin un tremblement de terre, et qui a dû faire un choix cornélien en fait entre sauver sa femme ou le bébé qui était dans la mer, donc c'est une femme le enceinte. père Morgan, c'est Victor Fielding. Ah oui, pardon, on l'a dit dans le résumé, c'est vrai. Merci Julie. Et en fait, on croit pendant tout le film qu'il a fait le choix de sauver sa fille. Donc oui, effectivement, c'est peut-être un choix pro-life, j'en sais rien. Et en fait, on apprend dans un twist, on va dire, on peut appeler ça un twist. Bien sûr. Que en fait, il a fait le choix de sauver sa mère, sa femme, pardon, la mère. Et en fait, le destin a fait que elle est morte pendant l'opération et c'est l'enfant qui est né. Donc en fait, voilà, parce qu'encore une fois, il y a un peu un personnage qui contredit ça parce que lui-même a fait le choix de pas sauver l'enfant de base. Donc je comprends pas en fait les idées des gens. Non, et puis Morgan, lecture, quoi. entre ça et en même temps, donc j'en reviens à la bonne sœur, et en même temps le père de famille, donc le père de famille blanc qui est renvoyé à sa tradition chrétienne là avec le pasteur. Enfin, je veux dire, tous ces gens-là, le démon à chaque fois, on a l'impression qu'il leur renvoie leur propre remords à la figure quelque part. Et même remords, c'est pas le bon terme. Mais disons, on a tous quelque chose en nous en fait qui nous gêne. Bon, à partir du moment où l'exorciste dévotion décide de faire un démon qui arrive à capter ce quelque chose qui nous gêne, bah forcément il va s'en saisir. Mais c'est pas parce qu'il s'en saisit que ça veut dire encore une fois que le film embrasse une certaine idéologie, c'est tout. Complètement. Bon après, on peut parler un peu plus du film en lui-même plutôt Bien que sûr. ce qu'on a dit du film. Le début est sympathique, l'ambiance. Effectivement, le début du film, ça se passe à Haïti, donc il y a le tremblement de terre. C'est plutôt une bonne introduction du film. On cite beaucoup l'introduction du premier film de Friedkin qui est assez génial. C'est une fouille en fait, je sais plus dans quel pays. Et puis d'autant plus, Morgane, que Haïti est quand même le pays où sont nés les zombies. Donc c'est pas inintéressant comme démarrage, comme introduction dans un pays comme celui-là. Enfin, mine de rien, je veux dire, la plupart des spectateurs saisiront pas forcément cette référence, mais je veux dire, d'un point de vue ethnologique, ça a un sens de le faire démarrer à Haïti, je trouve, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était ramené indirectement de là-bas, en fait. Oui, puis on a quand même ce côté un peu exotique qui était déjà dans le premier film et qui est forcément intéressant parce que bon voilà, ça reste des Américains et ça fait peur à l'étranger, tout ce qui est un peu. Alors on peut dire que c'est encore le réalisateur qui a une vision des autres ethnies, etc. un peu arriérée, mais non, en fait, je pense que ça correspond plus à l'idée que sont les Américains en général de ces pays-là. Et effectivement, comme tu le dis, Haïti, on a notamment vu dans L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven, donc voilà, c'est un pays chargé en termes de
dans le genre horrifique en tout cas, et moi je trouve que c'est une bonne intro. Et après le film en fait il démarre plutôt bien. On est on suit après la famille. Là il y a la disparition des deux filles et leur retour un peu flippant au début où on se doute qu'elles sont possédées parce qu'on sait que c'est l'exorciste, mais voilà, il ménage un peu en suspense, c'est plutôt bien foutu. Oui, parce qu'il y a une dégradation de leur corps, et quelque part, pour nous adultes, qu'est-ce qu'il y a de plus révoltant que le corps d'un enfant qui s'altère? Et là, on le voit, c'est-à-dire il y a les ongles qui pourrissent, il y a les pieds aussi la peau commence à se descamer, il y a les cheveux qui deviennent filasses, enfin tout ça, c'est quelque chose de terriblement angoissant, et encore une fois, ça fait, je trouve, appel à toutes les peurs qui peuvent saisir comme ça des adultes en charge d'enfants. Ouais, et c'est un peu là où le film commence à être moins bien en fait, parce qu'en fait, il sait pas trop ce qu'il va raconter pendant, allez quoi, une demi-heure, je dirais. Il y a une demi-heure de vide, au moins, oui. Et en fait, pendant une demi-heure, en fait, j'ai l'impression que le but du film, c'est de nous mener le plus vite possible à l'exorcisme, qui est la scène clé du film, comme dans tous les films d'exorcisme. Oui, là, c'est vraiment l'acmé du film, en fait. Oui, voilà. Ce qui est un peu un genre de film, Julie, qui justement me saoule, parce que c'est tout le temps comme ça que ça se passe, et le film est inutile, sauf pour la scène d'exorcisme, qui des fois peut être très très longue. Hein. Là, on va dire que elle doit faire quoi, 20 minutes et bon, ça reste une durée, on va dire, qui est plutôt normale pour un film d'exorcisme. J'en ai vu plein, et parce que ma mère est fan de films d'exorcisme, de possession, et elle a transmis une belle passion à son fils. et l'exorcisme, je l'ai vu à 8 ans à cause de ma mère, enfin grâce à ma mère. C'est quoi ce regard? Oui, là c'est vrai que les auditeurs n'auront pas vu ma tête, mais ma tête explique le petit blanc de quelques secondes qu'il y a eu. Mais donc du coup, pour revenir à ça... Et mentalement, Morgane, tout va bien? L'exorciste à 8 ans? Tout va bien. Très bien. Et donc pendant 30 minutes, donc oui, en fait, il y a le personnage qui part... alors du coup, il comprend très très vite, mais c'est pas lui, c'est la mère de la deuxième fille qui comprend que c'est tout de suite une possession, un cas de possession. Et 2 minutes après, il y a son voisin qui lui dit: tiens, j'ai un bouquin que tu devrais lire, tu vas voir, c'est l'histoire de la même histoire que toi. Alors Morgane, ce voisin, il est génial. pour moi, il est génial parce que, alors, il y a un voisin, je ne sais pas comment l'appeler autrement dans l'exorcisme dévotion, il y a un voisin. On ne sait limite pas son nom, enfin voilà, c'est le voisin typique, un peu bedonnant, avec des lunettes cerclées de noir, une chemise à carreaux, un jean, bon. Le banal. Ouais, le voisin banal, et impossible de savoir pourquoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de lien, il n'a pas l'air d'avoir de lien d'amitié spécialement prononcé avec l'un ou l'autre des protagonistes. Enfin, si, c'est lui qui gère le club de golf, de boxe auquel Victor... Oui, mais ça s'arrête là, leur relation, enfin, je veux dire, elles sont pas plus profondes que ça, mais je sais qu'on est aux États-Unis après, donc je devrais m'étonner. C'est vrai que les États-Unis, c'est un peu différent, les rapports entre les gens, les voisins notamment. À partir du moment où on fait du sport ensemble, on dirait qu'on est les meilleurs amis du monde, enfin, tout ça est très étrange. Et puis même, tu sais qu'aux États-Unis, Julie, les voisins, allez, venez faire un barbecue chez nous, voilà, tu vois, c'est un peu différent que chez nous à Paris. Quoi. Pire cauchemar que les films d'exorcistes. Mais admettons, donc, ce voisin dont on ne connaît pas le nom, il est de toutes les scènes, juste il est planté là. Un coup, il va mener une espèce de sorcière, de femme qui fait comme ça des rites vaudou. Un autre coup, je vais dire n'importe quoi, il va amener un livre, puis c'est le fameux livre. Voilà, le fameux livre, il va apporter un gâteau, il va être là, enfin il apporte un gâteau, mais je veux dire, c'est typiquement ce genre de personnage, on ne sait pas pourquoi il est là, mais il est là partout, et il a l'air surtout d'être avide d'observer tout ce qui se passe, et donc l'exorcisme, il est là, en plein milieu, il ne sert à rien, mais il est là. Ah, il est là, c'est un peu le MacGuffin du film en fait. Voilà, c'est le personnage prétexte qui fait avancer l'histoire. Ah, donc j'ai le bouquin, et le bouquin, c'est le bouquin de la mère de Regan, et du coup, tu dois aller la voir, etc. Donc il y va, et elle dit oui tout de suite, elle vient, et non mais voilà, ça s'enchaîne. Et puis bon, hop, surprise, il y a la mère de Regan, j'ai plus son nom, enfin c'est Ellen Burstyn, mais qui se fait
mettre des coups de croix de Chris dans les yeux. C'est Chris MacNeil. Voilà, Chris MacNeil. Ça rappelle justement la scène du premier film où elle dit baisse le Christ, où elle se met la croix dans l'appareil génital, Regan. Donc voilà, c'est évidemment une référence, mais c'est assez marrant de comment il éjecte, il amène Chris MacNeil, qui est censé être un peu la Jamie Lee Curtis de la saga, et en fait il les vance juste après, parce que du coup, à quoi elle sert? Elle est aveugle, elle sert à rien. Et ensuite, après, on arrive enfin à l'exorcisme, et effectivement, on s'est dit, putain, quand même, c'est dommage, il avait bien commencé, et en fait, le film ne fait pas peur, c'est ça le problème. Non, alors, pas peur. Je sais, beaucoup de gens disent qu'ils font pas peur. Moi, j'ai trouvé qu'ils faisaient peur, mais je mets un grand mais à cette phrase. C'est qu'en fait, le film, L'Exorciste Dévotion, crée une peur factice. C'est-à-dire, c'est une peur de porte qui claque, jumpscare, c'est une peur très facile. Et d'ailleurs... Musique très forte. Voilà, musique très forte, c'est ça. Sa manière de tenter de générer de la peur est systématiquement la même. Et c'est vraiment la chose qui m'a le plus gênée dans le film, c'est que je trouve que c'est pas bien fait. C'est-à-dire que, pour moi, déjà, un film qui est obligé d'avoir recours à de tels artifices pour faire peur est à moitié raté. Mais si en plus, il a recours à ces artifices de manière systématique, c'est toujours le même, c'est qu'il est encore plus raté. Et c'est vraiment ce qui est pas bien dans le film. Mais je suis d'accord avec toi, Julie. Et en fait, ça dénote surtout d'un manque de talent de mise en scène de David Gordon Green pour filmer des portes qui grincent, des maisons hantées, enfin tout ça, c'est des artifices de ce type de cinéma là. Et mais en fait, quelque part, pardon Morgan, mais quand je repense à la saga Halloween, c'était un peu pareil quand même. Alors, je suis pas d'accord, mais ah pardon, mais pour moi, il est plus carpentarien dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il a une meilleure manière de gestion de l'espace, parce que Halloween, c'est quand même, une sorte de la peur qui se propage dans une ville, donc il filme les décors de la Bien ville. sûr. Là, il reste quand même dans une maison, et on sent qu'il a l'air à mettre en place des procédés horrifiques pour faire peur avec juste des éléments, donc la porte qui grince, ta cité, et ça, c'est vraiment un truc que, par exemple, c'est faire James Wan, qui est très bon pour ça. Il suffit de voir les Conjuring ou les Insidious, enfin voilà, il arrive à faire ça, alors que David Gordon Green, lui, c'est plus dans la veine John Carpenter, effectivement, la peur par l'espace, et c'est ça qui est peut-être intéressant dans Halloween, même si tout n'est pas parfait, je suis d'accord, mais déjà, Morgan, tu vois qu'il n'arrive pas à le faire dans L'Exorciste autrement que en fait, il peut faire du dégoût, encore une fois, donc les corps, il les fait comme ça, il est sali quelque part, c'est-à-dire, donc ils deviennent comme ça de plus en plus pourris, il y a du sang, il y a des ongles qui tombent, etc. Donc il arrive à susciter du dégoût. Enfin, en matière de body horror, si on doit parler de body horror, il est plus fort qu'en matière d'action ou de mise en scène pure, en fait, pour tenter de faire peur. Donc on n'est jamais vraiment tenaillé par une angoisse qui peut être celle de voir des enfants comme ça qui sont sur le point de mourir, en fait, parce qu'elles sont... je cherche le mot. C'est pas exorcisé, c'est l'inverse, c'est... L'inverse de possédé. Possédé, oui. Voilà. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu dommage que le principe des deux enfants sera peut-être encore plus flippant, parce qu'effectivement, il y en a deux, mais en fait, ça ne sert à pas grand-chose. C'est vrai qu'il y en ait deux, n'est jamais véritablement exploité, sauf à la fin. Ouais, à part pour le dilemme final, qui est plutôt bien foutu d'ailleurs, le côté on piège les parents, ça c'était plutôt bien comme résolution de l'exorcisme, qui fait qu'il change un peu des autres. Mais effectivement, en fait, ce que je me rends compte, c'est que David Gordon Green, c'est surtout un gros bourrin. On faut le dire, hein. Et ce qui était bien dans Halloween, c'était que comme c'était un slasher, tu étais un gros bourrin, et ben ça marche parce que tu filmes un mec qui saccage toute une ville, et il en tue, je sais pas, une centaine dans toute la saga, enfin dans sa trilogie, et en fait la mise en scène partait de ça, c'était des mises à mort, donc c'était ça qui était intéressant dans la mise en scène, alors que là dans Exorcist, effectivement, on peut pas faire ça, ça fonctionne pas, bah non. Et bon, si, il y a une séquence qui est assez crade de têtes qui se retombent, je trouvais que c'était plutôt réussi dans le film. Oui, mais c'est vrai que là, en fait, on dirait un drame familial un peu horrifique au final.
Et voilà, c'est ça. Et malheureusement, en fait, c'est l'Exorciste. Et si on re-regarde, par exemple, l'Exorciste 3, on se rend compte qu'il y avait des idées de mise en scène qui étaient possibles. Et malheureusement, il les concrétise pas. Alors peut-être que, comme c'était le cas d'Halloween le premier, c'est-à-dire c'était le moins bien de la trilogie, peut-être que s'il fait une suite, je pense qu'il y aura une suite, en tout cas que lui réalisera la suite, peut-être que ce sera mieux. Donc on a de l'espoir, parce que c'était pas mauvais pour le coup. Non, c'était pas mauvais, c'était moyen. Voilà, c'était très moyen même, mais voilà, c'était pas insultant. On change complètement de crémaillère, Morgane, en restant sur l'horreur, mais en parlant de série, en se lançant sur Netflix, puisqu'on va aborder la chute de la maison Usher, et sûrement tes rapports avec Edgar Allan Poe, parce que tu l'as énormément lu, on y arrive. On n'arrête plus Mike Flanagan chez Netflix, le cinéaste reconverti showrunner depuis 2018, avec notamment The Haunting of Hill House, revient avec une nouvelle anthologie horrifique intégrant son cycle d'adaptation d'histoires cultes de la littérature fantastique. Donc après La Maison Hantée, donc The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, et le tour d'écrou d'Orrin James, c'était Bly Manor. Il adapte cette fois la chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe, mais également plusieurs de ses autres œuvres, puisque chacun des 8 épisodes de la série, porte le nom d'une de ses nouvelles ou de l'un de ses poèmes. Julie, tu peux nous résumer un peu la série ? Oui, donc c'est Roderick et Madeline Usher, un couple d'entrepreneurs, mais couple n'est pas le bon terme. Disons qu'ils sont frères et sœurs, mais en même temps qu'ils sont entrepreneurs en couple, entre guillemets. Donc ils ont bâti un véritable empire pharmaceutique, empire qui fait bien évidemment écho à l'actualité, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, notamment autour de la crise des opiacés. C'est-à-dire que très concrètement, l'entreprise que les Usher ont bâti, Roderick et Madeline, est calquée sur ce qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, ils sont à la tête d'une entreprise, ce sont un peu les rois du monde, lorsqu'une mystérieuse femme révèle au monde entier leurs secrets sordides. Les membres de cette famille vont commencer à dévoiler leur vraie nature et quelque part s'autodétruire. Oui, Julie, alors juste, je pense que pour faire un peu plus de détails, c'était Purdue Pharma notamment, qui est pour moi une des références principales, qui avait commercé l'oxycodone, si je me trompe pas. Et qui a donné fentanyl, je crois. Les deux sont liés, il me semble. Ouais, mais c'était notamment dans le film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, où on voyait notamment Nal Golding, victime de ce médicament, donc de l'addiction que ça créait, qui luttait contre ça. Et en fait, le film, la série, La chute de la maison Usher, fait clairement écho à cette famille-là, qui elle-même aussi a des problèmes avec la justice américaine. Et parce que tout le film, en fait, il y a un procès. En fait, la famille Usher est dans un procès. C'est c'est un peu un des fils principaux de la saison. Qu'on voit pas, Morgane, tout au long de chacun des épisodes, mais disons que c'est suffisamment grave pour que cette famille, cette dynastie, en quelque sorte, se mette en ordre de marche et tente de s'en sortir, d'autant plus que, en fait, le problème qui survient, c'est que chacun des membres de la progéniture de Roderick Usher meurt un par un. Oui, comme ça, par accident, parce qu'en fait, c'est prouvé, ou alors suicide. En tout cas, il n'y a pas de criminel qui est trouvé. En tout cas, c'est ce qu'on comprend. Il n'y a pas de preuve que c'est un acte criminel. Et donc, du coup, en fait, la série commence avec un épisode inaugural où Roderick invite son rival, en fait, Auguste Dupin, qui est un avocat, qui en fait procureur procureur qu'on comprend au fur et à mesure de la série qu'ils ont un rapport d'ailleurs qui est plus profond que juste c'est le mec qui les met en justice. C'est vrai que la chute de la maison Usher, Morgane au début nous fait croire que c'est juste le procureur dans un procès, alors qu'en vrai ils se connaissent depuis très longtemps et on le découvre pas au début, mais au fur et à mesure. J'ai trouvé cet arc plutôt bien amené d'ailleurs. Effectivement, et en fait, ça commence à ce moment-là où il l'invite et lui dit oui, je vais tout avouer, tous mes crimes et aussi ce qui s'est passé dans la famille. Donc en fait, c'est l'introduction, et ensuite, après, les épisodes d'après, c'est il y a 6 enfants, donc chaque enfant meurt dans chacun des épisodes. Il y a un côté un peu
mise à mort façon Saw ou alors... Ça fait un peu les 10 petits nègres pour moi. Ah oui, complètement. En vrai. C'est vrai que ça fait un peu ça, ouais. C'est oui, très bonne référence. Ouais. Bah, d'ailleurs, Morgane, t'en connais sur les références littéraires. Je ne suis pas une fraude, mais je suis obligée de le dire. Je n'ai jamais lu Edgar Allan Poe. Je ne vais pas te demander si c'est bien ou pas, parce que tu vas me dire que c'est plutôt bien. Ah oui, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe. Mais ce que je voulais te demander, Morgane, c'est si pour toi, vu qu'on est sur les adaptations littéraires de Mike Flanagan, en guise d'introduction, c'est pour toi la chute de la maison Usher et, on va dire, globalement, un bon hommage à l'œuvre d'Edgar Allan Poe. Alors oui, effectivement, je dis, c'est assez marrant parce que j'ai vu des gens dire que Edgar Allan Poe se retournerait dans sa tombe, etc. Qu'en est-il ? Alors en fait, c'est assez marrant parce que je trouve que pour une fois, il y a quelqu'un qui fait une adaptation de Poe sans faire verser dans le gothique pur et dur. Et je trouve ça assez couillu de la part de Mike Flanagan. D'autant plus que, encore une fois, le cadre qu'il choisit est très moderne. Bah en fait, c'est ça. Enfin, bon, les autres séries, c'était pas des séries qui se passaient dans une époque lointaine. Alors, il y avait toujours des éléments en rapport avec le passé. Hein. Il y a beaucoup de flashbacks à chaque fois, parce qu'on sait que c'est des dynasties qui sont maudites, etc. Via les maisons hantées, en fait, clairement. Mais effectivement, il y avait un vernis un peu gothique, complètement même. Bly Manor et Hill House, c'était clairement des films de maison, des séries, pardon, j'ai du mal à le dire, des séries de maisons hantées pures et dures, façon ce qu'on pouvait voir dans un film de Jack Layton, d'ailleurs, Les Innocents, qui est une adaptation aussi du Tour d'écrou, ou même La Maison hantée de Robert Wise, qui est une adaptation de Hill House. Donc voilà, alors que La Chute de la Maison Usher, pour le coup, il y a eu des adaptations cinématographiques, beaucoup. Notamment Jean Epstein qui avait fait une version en France. Enfin, ça remonte aux années 30, ça, non? Ou un peu avant? Peut-être années 30 ou années 20, je sais plus. Je crois début années 30, mais je suis plus sûre. Mais donc ça remonte à un sacré paquet de temps, voilà. Quasiment un siècle. Après, on a eu d'autres adaptations, mais ce que je veux dire, c'est que c'était souvent donc, l'adaptation pure et dure de la nouvelle, qui est donc de style gothique, alors que là, en fait, bon, je dis pas que la série n'est pas gothique, il y a effectivement un rapport, mais ça reste globalement une adaptation, donc comme tu disais, modernisée, où en fait, il se sert du matériau pour en fait modeler un truc qu'il a envie de faire, c'est-à-dire au fond, la série se revendique plus de... alors, je ne l'ai pas vu, la série, Succession, du moins de ce que je sais, donc sur une famille qui s'autodétruit, sur des problèmes d'héritage, c'est un peu ça le principe de la maison Usher. Et aussi, ça me fait penser aux séries de Ryan Murphy, notamment American Horror Story, où effectivement, il y a un côté un peu queer, un peu camp de l'horreur, et là, on retrouve complètement ça, avec cependant, un peu ce qui est caractéristique du cinéma de Mike Flanagan, c'est-à-dire que autant chez Ryan Murphy et notamment American Horror Story, du moins les saisons que j'ai vues, parce que j'ai pas tout vu, c'est surtout les premières, du coup, au début des années 2010, c'est un côté un peu frénétique, avec beaucoup de jumpscares et tout. Chez Flanagan, ça reste quand même toujours un peu sous-jacent, et l'horreur elle jaillit par moments. Alors là, pour le coup, elle jaillit surtout beaucoup à la fin des épisodes, et en même temps, ça respecte un peu l'idéologie des nouvelles de Flanagan, pardon, de Edgar Allan Poe, qui en fait sont toutes des mécaniques un peu fatales qui se construisent autour des personnages principaux de chaque nouvelle, pour ensuite s'abattre sur eux. Et voilà, en fait, on retrouve un peu ça. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est un peu... malhonnête de dire que c'est pas dans l'esprit d'Edgar Allan Poe. Alors après, je pense aussi que les gens sont pas contents parce que effectivement c'est un peu putassier, il y a des un peu baroque, un peu grossier, un peu vulgaire, un peu caricatural, mais en même temps ça fonctionne parce qu'il y a un côté un peu satirique en fait, et on rigole dans la série. C'est ce que j'allais dire. Enfin, moi je l'ai trouvé, Morgane, plutôt drôle. Pour en revenir sur plusieurs éléments, parce que tu as parlé de beaucoup de choses. Oui, désolé. Non, c'est pas grave, on est là pour ça. Concernant la gestion de la peur, typiquement, on parlait de l'exorciste juste avant, en disant que la peur était mal gérée parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Là, je l'ai quand même plus ressenti. Alors, je dis pas que c'est parfait, mais dans la manière dont la gestion de la mort se fait, en fait, dans la série, c'est que on sait que la mort de chaque personnage est inéluctable. On le sait, on s'en doute, on le voit venir. Mais on a quand même toujours, à un moment donné, un petit espoir qu'ils y échappent, ne serait-ce que parce que certains, on s'y attache un peu, malgré, je trouve, leur caractère, alors que ce sont, enfin, je veux dire, des êtres humains absolument ignobles. On s'y attache quand même
dans leur manière d'interagir entre les uns et les autres. Bon, voilà quoi. Mais au final, enfin voilà, on se dit peut-être qu'ils vont y échapper, et en fait non, on le sent, et c'est dans cette inéluctabilité, en fait, pour reprendre ce dont tu parlais, Morgane, par rapport à Edgar Allan Poe, que la peur s'insinue dans la série. C'est-à-dire qu'il y a certaines, concrètement, il y a certaines scènes de quasi-meurtre ou même de décès par accident que je trouve effrayantes. De mise à mort, on peut dire. Voilà. Oui, c'est ça, c'est des mises à mort avec une accélération du processus, et c'est terriblement angoissant. Moi, l'une de celles qui m'a le plus angoissée, et pourtant c'est fait avec peu de choses, c'est l'épisode avec Napoléon et son chat. Ah oui. Alors ça... le chat noir. Voilà, le chat noir. Et c'est dans l'idée, c'est un chat qui devient comme ça incontrôlable et qui se permet de faire les pires horreurs. Et en même temps, c'est drôle, et en même temps, c'est angoissant, et en même temps, c'est terrifiant, parce que ça nous renvoie tous à nos animaux domestiques. C'est-à-dire, nos animaux domestiques, on les aime, on leur fait confiance, mais qu'est-ce qui peut leur arriver du jour au lendemain? Comment ils peuvent se transformer? Et puis, en fait, finalement, quand on y pense sur les animaux domestiques, on plaque beaucoup de sentiments qui sont de l'ordre de l'anthropomorphisme, Morgane. Donc, quand ces animaux ne correspondent plus à ça, à ces clichés-là, comment ça se passe, en fait, dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils font? Et là, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un des épisodes les plus efficaces dans le lot, quoi. Après, pour le reste, voilà, il y a des jumpscares. Enfin, je veux dire, c'est un passage obligé. Moi, je déteste ça. Mais je les trouve plutôt bien faits. Ils sont plutôt bien dosés. Ils sont pas trop nombreux. C'est pas récurrent. Enfin, je veux dire, on n'est pas constamment terrorisé devant son écran. Je dirais même qu'il y a un petit jeu de la part de Mike Flanagan sur les jumpscares. Parce qu'en fait, d'un côté, on sait qu'on va être effrayé, mais on les voit un peu venir parce que la caméra change au niveau du cadrage. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à se resserrer. Donc, si on n'est pas trop... Je vais pas dire bête, mais disons que si on est habitué un petit peu à de l'horreur, on se doute que cette caméra qui se resserre et le silence qui s'instaure dans les scènes va créer un jumpscare d'ici quelques secondes. Il nous prépare un peu, et je trouve ça très bien parce qu'il les fait pas non plus gratuitement. Ouais, et puis Julie, il y a un effet de redondance aussi dans cette manière de mettre le jumpscare. C'est en fait, il y en a environ un, peut-être deux par épisode. Oui, pas plus. Et c'est lié au père, notamment, qui est hanté par ses enfants décédés. Et en fait, c'est lorsqu'il raconte son histoire, il y a cette émanation, enfin ce fantôme du coup, qui va se manifester devant son père. Et en fait, c'est ce moment-là qui fait peur. Donc la première fois, ça fait peur. La deuxième fois aussi, mais la troisième fois, on s'y attend. Et en fait, je pense que c'est complètement volontaire de la part de Flanagan, qui de toute façon a une manière de filmer les jumpscares, notamment, enfin en tout cas les apparitions fantomatiques qui se rapprochent un peu de ce que fait Kurosawa notamment. C'est souvent des gens qui sont là au fond, ou alors quand tu dis Kurosawa, tu veux dire Kiyoshi, pardon, c'est vrai. Non, mais il faut le préciser. Tu as raison, pour moi c'est trop évident. C'est mais pas Akira. Non, Kiyoshi Kurosawa, qui a notamment fait Kairo par exemple, que je recommande, qui est mon film d'horreur préféré. Et en fait, voilà, c'est cette manière de filmer les fantômes de manière très immobile, ou alors oui, qui sont là, présents, c'est des présences en fait. Et on retrouve un peu ça dans son cinéma par moment, quand le père se retourne et je me retournais moi aussi littéralement, et qui a six enfants derrière qui le regardent avec les yeux. Voilà, c'est pas un procédé qui fait peur en soi, mais qui a un côté un peu d'effroi quand même, parce qu'on se met à la place du père par exemple. Je voulais revenir, Morgane, aussi sur dans ce que tu avais parlé précédemment, le côté baroque de la série. Pour moi, ça fait partie de ces parties les plus réussies, parce que je trouve le travail sur les costumes assez extraordinaire, très moderne, notamment celle qui s'occupe... alors elle, j'ai adoré sa panoplie, je voulais lui piquer ses vêtements. Camille. Oui, Camille L'Espanay. Ouais, l'Espanay, ils disent l'Espanay. Je ne sais pas, incarnée par Kate Siegel. Qui est la femme de Mike Flanagan. Ouais. Voilà, et donc elle, ses fringues assez géniales, vraiment très... Enfin, on aurait dit une femme d'une trentaine d'années qui a énormément consommé de TikTok et qui a piqué toute la garde-robe qu'elle a trouvée la plus trendy sur l'appli. Enfin, voilà, c'est pas souvent que ça se fait comme ça, de manière aussi, j'ai envie de dire, contemporaine dans des séries. Mais j'ai trouvé que ça collait très bien avec le personnage, et pour les autres aussi, que ce soit dans La choucroute de Madeleine Rodrigue à ses 70 ans, qui est absolument incroyable. Elle l'enlève à la fin.
Oui. Oui. tu l'as subi tellement pendant heureux. 8 épisodes et à la fin, elle l'enlève et tu fais oui. Non, mais elle était géniale, l'immarcessible Madeleine Rodrigue avec sa frange. Madeleine Usher. Oui, pardon, Usher. Oh là là, Rodrigue, c'est le- oui, j'ai mélangé les deux. Mais non, mais je veux dire, avec sa frange, ses bouclettes, enfin, je veux dire, c'était fascinant. Bref, il y a quand même un jeu, tout ça pour dire, sur les coupes, sur les vêtements, sur Napoléon qui a des tatouages absolument ridicules en même temps. Qui sont grotesques, voilà, qui sont gros, qui lui prennent une bonne partie du corps. Il y a aussi l'énième femme, j'ai envie de dire, la nouvelle femme de Roderick Usher, qui est gavée de lingodone, de Oui. médicaments. C'est le médicament qui est commercialisé par oui, comment elle s'appelle C'est Juno Usher. Oui, non, mais la compagnie Fortunato. Voilà, Fortunato, ils l'ont appelé. Donc, bon, forcément, un écho au fait qu'ils ont fait fortune. Oui. Mais donc, pareil, Juno Usher, elle a des fringues qui la font penser, voilà, à une espèce de poupée qui aurait mal tourné, sortie de sa boîte au magasin. Enfin, il y a quelque chose comme ça du Cirque du Soleil, quoi. Là. Voilà, on est au... Enfin, il y a des clowns, il y a des animaux, il y a des dresseurs, enfin, il y a tout ça qui est représenté. C'est un peu ça, le côté un peu Ryan Murphy, ouais, C'est ça. Les potards à fond. Et pareil, j'ai pas vu Succession, mais j'ai vu des vidéos qui parlent de Succession. C'est là qu'on se dit, bon, c'est la déchéance la plus totale, mais c'est symptomatique de notre époque. On voit pas des séries, on voit pas des films, mais on voit des vidéos sur YouTube ou sur TikTok qui parlent des films et des séries qu'on ne voit pas. Bref, dans ce que j'ai vu qui parlait de Succession, j'avais noté quelque chose, c'était que Succession était énormément au niveau des vêtements, sur le style, on porte des vêtements très chers qui font riche et en même temps, il faut que ça ait l'air le plus sobre possible. Là, dans la chute de la maison Usher, on est dans l'inverse total et finalement pas réel sur les riches. C'est-à-dire les riches, souvent, ne cherchent pas à se faire remarquer par leurs vêtements, enfin, pas de cette façon. Les ultra riches, ouais. Voilà, les ultra riches, ils essaient d'avoir l'air le plus sobre possible. Là, dans la maison Usher, on dirait plus des riches en représentation à la Fashion Week que des riches au quotidien. Mais c'est pas grave, ils sont tout le temps comme ça, dans cette espèce d'exuspérance costumière. Et je trouve que ça va très bien avec le film et avec son côté éminemment dramatique et camp. Oui, et puis en vrai aussi, il y a un côté, le côté un peu opulence façon Memento Mori, tu sais, dans les peintures où on voit toute la richesse qui est mise en avant, etc. Et en fait, il y a la tête de mort qui est là et qui dit, bah en fait, tout ça c'est l'opulence, mais vous allez mourir en fait, et profitez, mais vous allez mourir. Et c'est un peu ça en fait, tout le principe de la série, c'est qu'on comprend qu'il a fait un pacte, Roderick, avec... ouais, un diable, mais voilà. Après, je le trouve plutôt bien foutu, le diable, en fait, dans la série, oui, qui est un peu différent de ce qu'on peut se faire comme image du diable, qui du coup fait un pacte où il choisit d'être ultra riche, et en même temps, il sait que sa famille, un jour, tout finira. tout le monde va mourir un par un, et ensuite, ce sera à lui de mourir. Et voilà, il fait ça, et donc, du coup, effectivement, cette côté un peu opulence montrée, mise en avant, et en même temps, c'est complètement... comment dire, c'est limite insultant parce que déjà les gens ils ont fait fortune sur la mort de milliers de gens via leurs médicaments, donc voilà, c'est effectivement un commentaire qui va là-dessus, en plus du côté camp, donc ça fonctionne bien. Après bon, la série, ce que j'ai bien aimé, avant de dire les trucs un peu négatifs quand même, j'aime bien aussi le fait que chaque épisode ait un peu sa tonalité différente en fonction notamment du caractère du personnage. Aussi, je trouve, sur les épisodes Morgan. Et même visuellement, effectivement. Enfin, je veux dire, le premier épisode, la deuxième épisode du coup, le masque de la mort rouge, ça finit en délire saut avec des pluies d'acide sur des corps qui collent et tout, qui se décomposent. C'est archi gore. Je m'y attendais pas dans une série Netflix. L'autre mise à mort que j'ai bien aimé, c'était l'avant-dernière, ouais, c'est ça, où t'as Tamerlane, ouais, c'est ça, la deuxième fille, la première fille du coup, mais le deuxième enfant de Roderick, qui se suicide d'une certaine manière, parce qu'en fait elle tape sur un miroir et ça lui tombe dessus. Symboliquement, c'est un suicide, Morgane, parce qu'elle détruit le reflet qu'elle voit en se regardant dans un miroir qui est au-dessus de son lit. Voilà. Mais j'aime bien cet épisode parce qu'il y a un côté un peu psychologique, parce qu'en fait elle s'endort et elle se rend pas compte
En fait, c'est bizarre parce qu'elle s'endort, mais elle ne s'endort pas parce qu'elle fait des choses pendant qu'elle pense s'endormir. Donc le montage de cet épisode est un des plus intéressants de la série. Et je trouve que sur le côté vraiment, l'idée horrifique, en fait, elle fonctionne bien de tout l'épisode. C'est un peu, voilà, c'est ça le problème que j'ai avec la série. C'est que autant il y a des bonnes idées à chaque fois dans chaque épisode, mais en fait, le problème, c'est qu'il veut tellement avoir une truc super bien ficelé avec des flashbacks qui se renvoient, etc., que tout est bien foutu, qu'en fait il noie un peu tout ce qui est le côté horrifique de chaque épisode. T'as beaucoup de tunnels de dialogue où en fait on va nous expliquer pour avoir le mindfuck du dernier épisode en mode en fait tout était comme ça, etc. Et ça c'est un peu le problème que j'ai en général de toute façon avec les séries, c'est que c'est trop long. Oui, et trop explicatif. Mais je voulais revenir sur une partie que tu as abordée qui, pour moi, est le pire de la série. Enfin, parce que, bon, une série peut avoir des qualités, des défauts, mais là, je vais parler d'un défaut qui m'a vraiment dérangé. La photo des flashbacks. Enfin, les flashbacks sont vraiment pas beaux. Dans les années 70, ouais. Oui. Ouais. Enfin, je veux dire, je comprends tout à fait qu'il faille marquer la différence d'époque quand on passe des années 2020 aux années 70. D'accord. Mais... j'ai envie de dire, avec les costumes, c'est suffisant. Avec les coupes de cheveux, c'est suffisant. Pourquoi mettre une photo comme ça, une espèce de marron absolument hideux? Enfin, c'est marron, en même temps, c'est... Non, mais c'est baveux. C'est vraiment pas très, très beau. C'est même très, très laid. Et c'est dommage, je trouve, parce que c'est pas la... Enfin, j'ai l'impression, en fait, de me répéter au niveau des arguments des séries sur les plateformes de streaming. Mais je crois qu'il faut vraiment faire attention à la photo parce que souvent, on se retrouve avec une image qui n'est pas belle du tout. Et c'est dommage parce que le contenu, quand il est intéressant, en fait, il est desservi par cette image. Donc, je pense que c'est vraiment un effort qu'il y a à faire au niveau des plateformes de streaming collectivement. Après, c'est d'autant plus dommage que, par exemple, je trouve que ces séries précédentes, pour le coup, avec le vernis gothique, c'était plutôt joli. Hein. Oui. Enfin, même Bly Manor, je sais que t'as pas trop aimé, mais visuellement, la série était belle. Sympa. Notamment l'épisode en noir et blanc, qui était centré sur le fantôme du lac, là, qui était joué d'ailleurs par Kate Siegel encore. À la limite, pardon Morgane, mais ils auraient mis du noir et blanc, j'aurais pas trouvé ça forcément choquant. Oui, même pour faire un peu comme mieux que ça, quoi. Pour faire un peu comme Nolan dans... Bah, et pourquoi pas. Mais oui, dans Bly Manor, dans Hill House et tout, il y avait vraiment une patte visuelle qui était de qualité, notamment dans le monde des séries. Après, j'ai pas vu Midnight Mass, mais pareil, il paraît que c'était... Enfin, les Sermons de minuit, il paraît que c'était très joli visuellement. Donc voilà, c'est vrai que je me demande ce qui s'est passé à ce niveau-là. Après, je sais que c'est la dernière série qu'il fait pour Netflix, il va passer chez Amazon, là. Peut-être que, bon, il était moins concerné. D'ailleurs, il a pas fait tous les épisodes, j'ai vu dans les génériques, mais voilà. Alors la série, du coup, bon, elle souffre de ce que je n'aime pas forcément dans les séries en général, et c'est trop long. Effectivement, les épisodes, ils durent 1 heure et quart. Ils auraient duré 15-20 minutes de moins, ça aurait été mieux. Hein. On serait resté vraiment dans une dynamique plus horrifique, peut-être que ça aurait été mieux. Ouais. Après, voilà. Moi, à titre personnel, Morgane, tu sais que j'aime pas les séries. Je suis pas une fan de séries. Donc là, je parle en tant que personne qui n'aime pas les séries, qui n'aime pas regarder des séries. Je trouve que c'est globalement une série qui est mieux que la moyenne des séries que j'ai vues, notamment sur les plateformes de streaming. Moi, je suis d'accord avec toi. Et puis bon, à mentionner quand même aussi, je trouve que c'est assez... Enfin, c'est satisfaisant de voir une série avec des acteurs aussi bons, en fait. Oui, ils sont tous très très bien. Enfin, je veux dire, il y a personne qui marque une dissonance dans son jeu. Enfin, je veux dire, ils ont tous des caractères bien établis, bien précis. Les rôles, ils en font pas trop, alors que c'est parfois le risque dans les séries d'horreur. Et par exemple, la personne qui représente... Alors, elle est jamais nommée, mais disons, on peut dire le démon, le diable, enfin, je ne sais pas comment les qualifier. Mais selon le générique, elle s'appelle Verna, mais alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas. Moi non plus. Elle s'appelait Verna dans la série, mais peut-être qu'à un moment elle le dit. Mais donc, l'actrice qui joue, on va dire, Carla Verna. Gugino. Son nom, c'est Carla Gugino. Voilà, Carla Gugino, merci. Je l'ai trouvée, c'est limite pour moi la meilleure interprétation de la série, quoi. Oui, je l'ai adorée. De toute façon, pour moi, c'est une actrice assez inouïe et que malheureusement, on ne voit pas assez. Parce qu'elle a fait une traversée du désert dans les années 2010. Elle a une présence scénique qui est incroyable. Enfin, je veux dire, un charisme. J'ai rarement vu un tel charisme. Enfin, sans forcer. Enfin, je veux dire, elle est très très bien, quoi. Oui, et puis Flanagan, je trouve que ce qui est toujours un peu bien dans son cinéma, enfin, on peut pas être cinéma parce qu'il a fait des films avant, c'est qu'en fait, il redonne des chances à des acteurs un peu oubliés. Et même, j'irais un peu plus loin. Enfin, je veux dire, là, par exemple, il y a le cas de Mark
Hamill. Oui. Oui, le Mark Hamill qui Luke joue Skywalker. Luke Skywalker, qui est ici dans la chute de la maison Usher pour jouer l'avocat Pym. Donc Pym, moi, ça m'a fait forcément penser au Pim's, au gâteau fourré à la marmelade d'orange. Alors que Ça c'est n'a un rien à roman voir. d'Edgar Allan Poe, Arthur Pym, je crois. C'est vrai. Oui. Mais donc là, l'avocat Pym, donc joué par Mark Hamill, est hallucinant. Enfin, je veux dire, il est terrifiant. Et en même temps, sa voix, en fait, elle a baissé de quelques octaves pour faire comme plus peur. Il a une présence qui est incroyable. C'est vraiment le nettoyeur, l'homme à tout faire, l'individu des bassesses de la famille Et il est Usher. Enfin, stoïque, il fait ça sans questionner. c'est ça, Non, c'est vraiment très bien, quoi, comme interprétation. Et j'étais assez content aussi de revoir, comment elle s'appelle, Madeleine Usher, donc Mary McDonnell, qui joue la mère de Denis Darko. Enfin, voilà. Et Henry Thomas aussi, qui c'était le Elliot dans E.T., et qui, bon, depuis quelques temps, il fait toutes les séries de Mike Flanagan, mais voilà, c'est des acteurs qui redonnent une seconde vie, en fait, et c'est assez chouette de découvrir ça, en plus de ceux qui reviennent tout le temps. C'est ce que j'allais dire, Morgane, il y a un côté un peu famille dans les acteurs qui jouent chez Mike Flanagan. Il y en a avec lesquels il joue et il rejoue. Par exemple, c'est Tinia Miller qui était dans Bly Manor, qui revient ici en tant que Victorine Lafourcade. C'est la fille qui s'occupe des expérimentations assez tragiques sur les singes. Oui, tout à fait. Et on peut faire ça avec tous les acteurs de la série. Si on regarde tout ce qu'ils ont fait, ils ont tous déjà joué soit dans les premiers films de Flanagan, ou soit dans les dernières séries. Voilà. Il y a un côté un peu famille, comme on peut voir chez David Lynch, par exemple. Je pense qu'on a fait le tour de la chute de la maison Usher. Oui, comme quoi c'était une bonne série, malgré quelques défauts. Pour la période Halloween et autres, enfin moi je trouve ça très bien, hein, je veux dire. Et encore une fois, par rapport à d'autres séries, il y a quelques expérimentations de montage, d'écriture qui la font sortir. Il y a du cinéma. Non, mais c'est vrai, il y a du cinéma. Enfin, pour une fois, je dis pas qu'il y en a forcément 3 tonnes, mais il y en a, donc ça fait assez plaisir. Sans transition, Morgane, on annonce, tant qu'on y est, le planning du prochain épisode. Qui cette fois sera normalement disponible en temps et en heure. Je ne vais pas avoir une sinusite, vous inquiétez pas. On espère. Hein. Moi, j'ai pas envie que tu tombes malade, ne serait-ce parce que j'ai pas envie que tu me contamines, mais j'ai pas envie non plus que tu tombes malade. Donc, ce sera un épisode qui sera disponible plus rapidement. Alors, au programme, il y aura l'inévitable Killers of the Flower Moon avec Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lady Gladstone de Martin Scorsese. Il y aura le film Un prince de Pierre Créton que toi et moi on a adoré, sûrement un des meilleurs films français de cette année. Ouais, parmi les meilleurs films de l'année. Ouais. Il y aura également au cinéma Le Vourdalac, un film de Adrien Beau qui est un film d'horreur sur la thématique des vampires. Oui, voilà, encore un film de genre parce que c'est la période. Et en VOD, on parlera très probablement de Limbo, un film qui est sorti en exclu sur Filmo TV. Voilà. D'ici là, on vous dit bonne écoute. J'espère qu'on n'a pas trop toussé pour vous. Et soignez-vous bien si vous êtes malade. Veuillez m'excuser peut-être pour les raclages de gorge. C'est pas grave, il n'y a que moi qui les ai entendus en off. Salut et à la prochaine. À la prochaine.